découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans les vidéos. Et il y a des personnes qui étaient ciblées. Ces personnes-là, ils ont tué. Même là, c'est ce qui a fait qu'ils ont tué Bala Keïta. Non, il faut coder les mots, pardon, faut coder. Ils ont déjà Bala Keïta au Burkina. Tout ça, on a ces histoires-là. Bon, moi, ceux-là, parce que si des thèmes-là, je vais partir sur les thèmes-là, parce que ceux-là, ils n'ont rien à nous dire. Ils veulent tronquer l'histoire. On ne va pas le suivre dans les mensonges-là. Voilà. Moi, je vais prendre le troisième point. Aujourd'hui, là, ils savent. Moi, je suis tellement... J'ai honte à leur place, au fait. Les gens disent que Thiam n'est rien, Babo n'est rien. Mais mettez-les sur la liste. Nous, on dit ça toujours. Tout ça, tous ces débats-là, ça ne va pas nous amener nulle part. Mettez sur la liste. Réunissez les conditions. On va vérifier quelque chose. On dit Ouattara, 96% de la population veut Ouattara. On est d'accord. Nous, on est d'accord avec ça. Les 4%, ils n'ont qu'à laisser, nous, on va se partager ça. Ils n'ont qu'à faire l'audit de la liste électorale. Parce que quand on parle d'audit de la liste électorale, les gars se fixent. On dirait qu'on a dit, on va enlever les partisans du RDR sur la liste. On n'a pas dit non. L'audit là, c'est pas enlever les partisans du RDR. L'audit là, on dit il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions. On va les enlever. On va partir aux élections. Si Ouattara a gagné, il a gagné. Mais tous ces gymnastiques qu'ils font là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Avant là, si on était en 2020, oh c'est bouclé, c'est truc. Babo est là aujourd'hui, il y a une pression sur. Babo dit qu'il n'aura pas le 4e mandat. Ouattara peut pas. Si tu as vu depuis le matin, ou bien c'est le 7 août, il attend. Nous on attend ça. On va plus rentrer, l'histoire là, c'est là. Chacun a ses preuves d'après eux. Eux, ils ont pour eux. Mais nous, on veut plus la guerre. Parce que quand les gars parlent, non, Ouattara n'est rien pour la rébellion, toutes les revendications de la rébellion tournent autour de Ouattara. Toutes les revendications de la rébellion tournent autour de Ouattara. Je suis musulman, c'est à cause qu'on ne veut pas que je sois président. Je suis du Nord, c'est pas... Tout ça là, c'est lui qui a embrasé la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est divisée profondément là, c'est dramatique. Et Pépé nous dit autre chose. Parce qu'on a cette déclaration. Lui qui a dit qu'il frapperait sur Pourriban Mouriban, il tombera comme un fruit mûr. J'attendrai pas 5 ans pour qu'il y ait élection. 2 ans après, il y a rébellion qui se transforme en coup d'État qui se transforme en rébellion. Quand les gars viennent nous dire ce genre de choses, nous on est là, on les regarde. Parce que eux, c'est les marques de fabrique. Tronquer l'histoire, faire l'histoire à eux les manières. Mais nous on dit, il y a une pression sur aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a 4 mois des élections, ils n'ont pas de candidats. Parce que la présidente de Laurent Gbagbo m'a dit, je n'étais pas là pour le 3e mandat, mais cette année-là, je suis là. Et on fera tout pour t'empêcher de faire ton 4e mandat. Et ça ne passera pas. Les Ivoiriens, on a vu clair dans les jeux là maintenant. Manipulation, mensonge. Manipulation, mensonge. Tout le monde connaît le RDR maintenant dans cette logique. Mais cette année-là... Il y a une motion pour toi, c'est possible. En octobre, on va le dégager. En octobre seulement là, les Ivoiriens vont le dégager dans les unes. Nous, on ne va pas prendre les armes pour les dégager. C'est notre bulletin là qui est notre arme. Et nous, les Ivoiriens, on n'est pas habitués, on ne fait pas recours aux armes. Voilà. Ils mettent tous les candidats sur la liste, on va aller vérifier s'ils sont majoritaires, s'ils ont plus le pouvoir, c'est qu'on sait qu'ils sont forts. Sinon, mais ils savent qu'ils vont partir, les emplois, ils font tout pour contrôler la CI. Tous ces manigances-là, c'est le RDR qui est derrière. Moi, c'est ce que moi j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Je vais prendre ta place, je vais donner ta place à quelqu'un. Black Ivoire, pardon, va dans le sujet. Parce que je pense il y a une motion. Il y a une motion. On dit va, pose ta motion. Ok. Bon, ma motion, elle est simple. Hein. J'allume ma caméra. Voilà. On va regarder ce qu'il s'en dit, l'article 24, alinéa 2. Parce que moi, je suis plus dans le paflotage. On dit la défense nationale de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir de tout Ivoirien. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? C'est de ça que tu parles? C'est de ça que tu parles de la défense nationale et de l'intégrité du territoire? Non, attends, franchement, prenez-nous au sérieux, nous ne sommes pas des enfants. Andy, c'est pas ça, l'article existe, il ne faut pas faire débat sur ça, c'est pas ça le plus important. Regarde, ça existe. J'ai fini ma motion, Unique, j'ai fini ma motion. Je l'ai posé la question, il n'a pas répondu. J'ai pas ouvert mon micro parce que j'étais occupé. Je vais te répéter encore. Je dis,
Article 24, alinéa 2. Ne va pas sur Google, tu vas chercher. Je te donne un livre référentiel. Écoute bien. Un livre du RDR. Attends, doucement. C'est un livre du RDR. Écoute, dédicacé par Ouattara lui-même. Je vais te donner La passion d'un devoir. Écoute bien, hein, c'est sur Fraternité Matin. C'est là. Attends, je vais mettre ma caméra pour t'aider. Parce que franchement... Nous au sérieux, on s'en prend nous au sérieux. Nous ne sommes pas des enfants. Hein. Nous ne sommes pas des enfants. Hein. Regarde, moi, je vais aller regarder ce livre. Mets-moi il y a la Constitution qui est là. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je laisse la Constitution, il m'a eu chercher le livre. Regarde ici. Tu vois ce livre-là? Ouattara a signé ce livre-là. Ton président que tu défends là, il a dédicacé ce livre. Ok? C'est sur, regarde, Fraternité Matin, regarde, fratmat.info. Tu vois la photo d'Oufo ici? Ok. Regarde juste là. Je vais te lire juste pour toi. On va lire devant tout le monde. Regardez ici. Cependant, dès son retour de Genève, le Premier ministre prend des dispositions spéciales pour préparer le gouvernement et le pays à faire face à une éventuelle tragédie. Mais c'était sans compter avec la détermination des amis du clan de Bédié qui décidaient à lui faire obstacle. C'est un livre pour Ouattara, hein, qui soutient Ouattara, à lui faire obstacle à tout prix, menait déjà depuis plusieurs semaines une véritable guérilla contre lui au Parlement. C'est ainsi qu'un groupe de 7 députés PDCI, proches du président de l'Assemblée nationale, se fend d'une lettre ouverte accusant le chef du gouvernement d'avoir réalisé un véritable coup d'État constitutionnel en utilisant l'article 24 de la loi fondamentale qui lui confie la suppléance du président de la République absent du territoire national pour convoquer et présider le 25 novembre un conseil des ministres consacré au budget de l'État. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas. Attends, on va faire un truc simple. Je te dis, c'est un livre qui soutient ton président. Pardon, on va faire un truc simple. Pardon, s'il te plaît, Kevin, pardon. Je vais te poser une question simple. Non, attends, j'ai une motion, attends. C'est pas possible. Attends, j'ai une motion, attends, il y a une motion. Écoutons ça là. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé. Dis ton micro. La salle, on a déjà écouté ça. Empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. On peut répondre à ça, s'il te plaît. Ça c'est son avis, il a donné. Moi, je veux passer sur la Constitution. C'est pas son avis, c'est un témoignage, c'est différent. C'est pas son avis. On t'a laissé parler, il faut laisser les autres vont répondre aussi. Non, c'est d'abord un témoignage, c'est pas un avis. Mais un témoignage, c'est son avis. C'est un témoignage, c'est pas un avis. Mais un témoignage, est-ce que c'est ce qui s'est passé réellement? C'est pas forcément le même sens. C'est son avis. Non, ça n'a pas le même sens. Est-ce que témoignage qu'il a fait là? Toi, tu étais là-bas, Kevin. C'est un témoignage. Un témoiage qu'il a fait là, je pose la question. C'est son témoignage. C'est son avis. C'est son avis. Parce que personne n'était là-bas. Il explique des faits que lui, peut-être, il a vécu. Mais il peut expliquer ça autrement parce qu'il est du PDCI. Tu vas prendre ces faits-là. Moi, je pose la Constitution. La Constitution, elle est claire. En qualité de quoi? Voici l'article 24 que vous avez demandé là. On dit la défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir de tout Ivoirien. C'est faux. La question, tu vas me chercher un livre. Je dis, arrête de crier. Un livre là, ça détermine la Constitution. Arrête de crier. Tu vas me chercher un livre. Non, attends, ne nous prenez pas pour des enfants. Hein. La Constitution, elle est claire. La Constitution, elle est claire. C'est pas un livre qui détermine la Constitution. Arrêtez de nous prendre pour des enfants. Mais ton texte, il faut comprendre. Au lieu de crier là, faut poser ta motion ou bien. Tu cries comme ça, on comprend rien, frère. Tu veux qu'est-ce que tu veux? Je pose ma motion. Pose ma motion calmement. Voilà. Merci l'unique. Merci beaucoup l'unique.
Moi, je suis clair. Je vais nulle part prendre un livre de quelqu'un qui a écrit selon ce que Ta motion, on s'en bat les couilles. Voilà, moi je me base sur la Constitution. En qualité de quoi? Donnez-moi un article dans la Constitution de 1990 qui dit que le président Ouattara avait en qualité de Premier ministre, avait le pouvoir de prendre une décision pour que lui soit président de la République. Merci beaucoup, merci. Merci pour ta participation. Même mon gars. Avec un livre. Même mon gars. Même mon gars, s'il te plaît. Non. Ok. L'unique, tu vas lire avec moi. Ok. Révision du 6 novembre 1990. Regardez. La novation de la suppléance en intérim présidentielle de facto. Lorsqu'il est absent du territoire national, au terme de l'article 24 de la Constitution révisée, le Premier ministre supplée le président. Le laconisme de cette formule n'en favorisait pas pour autant la clarté. La continuité de la gestion de l'État justifie que les pouvoirs de l'exécutif puissent être exercés en l'absence du titulaire. Ça veut dire que c'était Ouattara. Je donne la référence ici. Regarde bien ici. L'unique. Je vais mettre un grand. Article 24, alinéa 1, premier de la Constitution de 60, révisé en 90. Regarde ici. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Article 24, alinéa 1er de la Constitution de 60, révisé en 90. C'est marqué ici. Donc la Constitution a été révisée en 1990, dans le mois de novembre précisément. Champion, sors-moi ta référence maintenant. Non mais voici attends, s'il te plaît. Alors, attendez, non, tu vas parler. Non, si tu veux pas te couper, tu vas parler. Attends, tu vas parler. Attends bien. Faut te calmer, pas te super excité comme ça. Voilà. Au fait, là, quand tu dis que tu es sur la vérité et puis tu trembles sur toi. Justement, on veut comprendre. Au fait, ce que tu as montré là, tu as montré article 24, mais on ne sait même pas c'est de quelle constitution. De 90, j'ai dit. Même pas ça. Je ne parle pas de toi, je parle de Andy. Ah, ok. Si tu ne sais pas, il fallait laisser, j'allais montrer, tu vas en aller avancer. Tu dis que tu ne sais pas, non, il faut laisser, on va montrer, tu veux prendre la parole. Il faut te calmer. Je veux faire des précisions et puis tu vas comment on dit ça, tu vas montrer comme toi. D'abord, il faut montrer de quelle constitution il s'agit. Est-ce que c'est la version révisée ou bien c'est l'ancienne version? C'est tout ça on veut savoir. Donc, il faut qu'on te mette en grand et puis tu vas nous montrer cet article 24 là et puis tu vas nous dire si c'est la version révisée ou bien si c'est l'ancienne version. C'est important. Andy, s'il te plaît, Kevin, laisse-moi placer un mot, s'il te plaît. Attendez, ce que Andy a lu là, c'est celle du 13 décembre 2012. Non, ça n'a rien à voir avec la version constitutionnelle. Ça existe en 1910. Tu vois, Andy, l'article existe. Tu vois pourquoi j'ai posé. Attends. Donc, Andy, tu es un manipulateur. L'article que je suis en train de parler là, on s'en dit. L'unique, tu as vu pourquoi j'ai demandé. Ça n'a pas dit ça, c'est faux, Andy. Kevin, attends, s'il te plaît. Andy, l'article que tu viens de lire là, ça a été fait à Abidjan le 13 décembre 2012, signé Alassane Ouattara. Moi, c'est que je suis pas dû faire mes recherches. Répète, il a mal entendu. L'article que tu viens de lire là, cette constitution là, a été faite à Abidjan le 13 décembre 2012, signé Alassane Ouattara. L'article que je suis en train de lire là. Non, attends, j'ai pas augmenté mon volume. S'il te plaît, un dernier coup, s'il te plaît. Augmentez vos volumes pour bien entendre. Lui là, il connaît rien, il veut faire tel débat, merci. L'unique, le truc ici, Andy, il faut qu'on soit honnête dans ce débat. Non, je vais vous montrer la constitution que tu viens de lire là, c'est celle du président Félix Houphouët-Boigny ou bien c'est celle qui... 1990, Vincent a dit d'aller chercher. C'est que tu as lu là, c'est celle de 1990. Attends, je viens, laisse-moi parler un peu, parce que vous me coupez. Article 24, alinéa de la Constitution de 1990. Voilà ce que Vincent a dit. Il dit article 24, alinéa 2 de la Constitution de 1990. Voici ça. C'est ça ou pas? Voici ça ici. Même en grand, pardon. C'est Vincent qui a dit 1990. Même en grand. Même en grand. Bien. On te met à grand. Voici ça ici. C'est pas cet article-là. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je suis pas dû faire.
Non, Puisque c'est lui qui a Non, donné. non, 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 ne joue pas à ça, ne joue pas à ça. C'est pas comme C'est ça lui qu'on qui a ça. dit. C'est pas comme ça que ça Il a dit fonctionne. 1990. Je suis parti chercher 1990. Andy, Il s'est dédié à chaque fois. Appuie dessus. Appuie sur ce que tu as fait là, appuie dessus. Voilà, le premier site c'est quoi? C'est Sentif. Quoi? C'est www.sentif. Ouvre ton micro, mon frère. Quel Sentif? Le lien du site. C'est Google. Côte d'Ivoire. Clique sur le lien du site. Clique sur le lien du site là. Voilà, laisse. Descends seulement. Ça, c'est la constitution de 2016. Ça, c'est la constitution de 2016. Mais pourquoi tu sors? Mais c'est ça que... Oh là là. Mais Kevin, on ne se comprend pas. Hein. On ne se comprend pas. Je On vous t'a explique. attrapé. Non, je vous explique. On ne se comprend pas. Il a dit, article 24, il a alinéa ressorti 2 comme de la ça. constitution Il a de vite 1990. C'est ce qu'il a dit, hein. Article 24 de l'alinéa 2 de la constitution de 1990. J'ai tapé l'article 2, voilà ça. J'ai tapé, et puis je suis tombé là-dessus, ça sort ça. Voilà, je suis Il est vite ressorti. Tiens, attends. Andy, tu vois le test qu'elle a là, non? Ouais. Son lien là, le lien là, c'est ça qui est en bas là, bleu là. Non, bleu là, regarde en bas, juste en bas. Non, ça c'est le pas là-bas. Non, bleu là, c'est pas le lien. Voilà, Il s'est le lien même là, pas c'est ça fait qui est en des bas là. recherches sur Google. Voilà. Non, le lien là, ça c'est la constitution de 2016. Mais c'est ça, il te dit là, c'est dans Sentif là, ça y est. Non, attends, il y a te montrer. Mais tu vois Prends ton micro plat, toi t'es trop désordonné. C'est parce que tu cherches les panels même. Tu es vieux comme ça, tu n'as pas ça. Ça Laisse-moi, je suis en train de changer avec Uni. Andy, s'il te plaît, tu peux m'écouter une minute. On va avancer, tiens. Il a dit 1990, c'est ça que je cherche. Andy, tu peux Je m'écouter vous dis une que je vais minute, vous donner un s'il te plaît. conseil. Par moment là, écoutez les Kalilou, écoutez un peu les Ousoun. Vous êtes trop bouillon. Si vous voyez, ils n'ouvrent pas leur micro là. C'est toi-même qui as dit 1990. Mais je dis 6 novembre 90, frère. Faut les écouter Andy, aussi. s'il te plaît. Ils débattent avec toi. Ils sont avec toi. Faut les Non, écouter aussi. Faut pas nous s'il te plaît, écouter. je vais lui parler. Je vais lui parler. Andy, faut pas discuter. L'article existe dans la Constitution. Ça a été révisé en 90. C'est l'interprétation qui n'est pas juste. Sur ça, je vais revenir. Mais ce qu'Insan a dit, c'est juste. L'article existe. Tu discutes de quelque chose qui existe. C'est ça le problème. Depuis là, je suis en train de t'interpeller. Non. C'est Insan. Non, Kalou, c'est Insan qui m'a mis en erreur. Il m'a dit article. Je t'ai mis en erreur, c'est bon. Avançons. Il m'a dit article 24 de 1990. Andy, je m'excuse, je t'ai mis en erreur. Avançons, c'est bon. On avance. Merci beaucoup. Andy, tu as raison. C'est toi qui as raison. Nous sommes même là, parfois il dit des choses qui ne sont pas bien. Monsieur Black Ivoire. Oui. Black Ivoire, vas-y. Ouais, j'ai fait un truc et puis j'ai descendu. Tout à l'heure, j'avais fait une motion et les gens n'avaient pas compris le sens de ma motion parce que ils avaient trouvé ça un peu moqueur façon. Mais quand tu connais celui avec qui tu pars au dancing club, hein, évite de jouer la musique qu'il adore. Je savais que Andy là, il aime bien le désordre. Donc évitez quand il y a le désordre, il excelle dedans. Ça prouve que chaque fois quand tu prends la parole. Donc c'est pas un funérail ici, il y a 70 personnes, 784 personnes qui écoutent. Ceux qui sont plus éclairés parlent aux 700 personnes et non à Andy. Donc qu'il se calme et qu'il aille un peu dans l'école de Oussou. Si on ne l'apprécie pas, mais il est pas pour moi il est tu es un grand garçon, tu parles du sujet, on va avancer. Je vais maintenant dire que, je répète encore, ici nous ne sommes pas un funérail des BT. Donc Andy, faut faire un débat. Je vais revenir dans le thème. Pourquoi la carte de ce jour a été instaurée en Côte d'Ivoire? Bon, on a écouté une vidéo ici. Hein. Le président Ouattara, économiste de son État, qui a relevé une économie du Japon qui rampait et qui était, comment on appelle ça, pointé du doigt comme l'un des économistes africains les plus brillants de son époque.
même si tu disais de mettre une 4 par minute en Côte d'Ivoire, tu allais le faire. Parce que à ce moment-là, la Côte d'Ivoire était en difficulté, c'est-à-dire sur le plan économique. Le vieux étant maintenant très très affaibli, on commençait à fatiguer la Côte d'Ivoire. Et donc, on va nous ramener un monsieur sur un plateau d'or. Mais quand on amène le président Ouattara en tant que, avant d'être Premier ministre, il était à un poste, comment on appelle ça, interministériel, tout ça. Quand il vous fait des propositions de sortie des crises économiques, si on s'oppose et que demain il y a la catastrophe, il dira que je vous avais proposé la carte de séjour, vu le taux d'étrangers qu'il y a en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas accepté, comment on appelle ça, mon plan, pas un plan Marshall, mais un plan Ouattara, alors vous êtes vos propres bourreaux. Donc, les gens étaient tout tués, on l'écoutait, toutes les propositions, même liquider toutes les entreprises d'État, les Ivoiriens, j'étais là, on le regardait. C'est pas parce que c'était des ignorants. Il n'était pas aussi le seul intellectuel en Côte d'Ivoire en ce temps. Mais on nous a dit, la Côte d'Ivoire souffre d'un tel mal. Et on nous amène le médecin par excellence et il fait le diagnostic. Il dit, pour guérir, il faut prendre 2 comprimés par jour. Tu ne prends pas les 2 comprimés, si tu succombes de ta maladie, ben, tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. Donc, la carte de ce jour est l'idée de Ouattara. Alors, quand des gens, il y a un monsieur qui était en haut avec un chapeau qui peut se permettre de vociférer dans les rues d'Abidjan sans que rien ne puisse lui arriver, qui dit qu'il sait tout. Quand on a échoué à la carrière artistique et que on te recrute pour te donner 30 000 francs par mois parce qu'il n'a pas le même quota que certains. Voilà, lui, il a 30 000 francs, il n'a même pas 100 000. Et que tu viens gosier non, avec un téléphone. Actuellement, la sous-papier a sorti un nouveau soirée. Ouais, mais... Clip, hein. Non, mon vieux. Ok. Mais papa qui rentre pas dans le sujet, peut-être qu'il n'a rien à dire. On dit ferme ta bouche. Quand il vient et qu'il nous parle, nous sommes là, on l'écoute. Donc s'il descend, je peux parler derrière lui. Parce que quand il parlait, je l'écoutais. Voilà. Donc, si ces 30 000 francs suffisent pour faire sa popote, tant mieux à lui. Mais un jour, on fera un coup de tête sur un panel. Alors, je reviens pour dire la carte de ce jour a été instaurée par le docteur en économie. Et malheureusement, en même temps qu'il instaure la carte de ce jour, par derrière, il passe sur l'instauration de la carte de ce jour pour se faire une victime de cette même carte de ce jour qu'il a instaurée. Du genre, il a même dit dans la vidéo, on était en Côte d'Ivoire, les voisins, on ne savait même pas d'où est-ce qu'ils venaient. On mangeait dans la même assiette. Tu nous amènes une carte de ce jour et qu'on sait maintenant l'origine, la provenance de chaque voisin. Si la police affamée de la Côte d'Ivoire, là, voilà, fait des raquettes et que ils prennent de l'argent à tout va aux étrangers, mais le seul responsable, c'est toi. Tu nous as dit de prendre les 2 comprimés là par jour. Maintenant, si je les prends à sec ou avec de l'eau, mais c'est toi qui en es le responsable, c'est toi qui m'as prescrit ça. Avant ta carte de ce jour, est-ce qu'on fatiguait les étrangers? Est-ce que la police fatiguait les étrangers? C'est là la véritable question. Et donc, lui, voyant ça, il veut donc se positionner sur l'échiquier politique. Il va donc tirer, comment on appelle ça, le négatif de cette carte de ce jour-là, et dire que les étrangers sont marginalisés et que les nordistes sont contrôlés au même titre que les étrangers et que les nordistes de la Côte d'Ivoire ne sont pas ivoiriens. Et il va manipuler toute cette masse-là. Mais en même temps qu'il les manipule sur leur identité, il va aller toucher le point le plus sensible, c'est-à-dire la religion. Connaissant bien cette religion-là, là-bas on ne discute pas, on obéit. Et ça a pesé dans cette manipulation-là. Il a mis et
la religion et l'appartenance ethnique, automatiquement, ceux à qui il a infligé la carte de ce jour, dès lors il a touché leur religion qu'ils aiment tant, ils disent, tiens, le monsieur là, c'est parce qu'il il pratique la même religion que nous, que les gens sont en train de le fatiguer. Ils ont maintenant oublié que la carte de ce jour qui les fragilise, c'est lui qui l'a instauré. Ils vont donc faire bloc autour de lui et faire une carapace pour qu'il ait des assises politiques. Mais quand il finit tout ça, quand tu finis tout ça et que tes propos ne sont pas républicains, mais pour la bonne conscience de Yandi et certains RDR qui sont ici, je les mets au défi de me sortir un seul parti politique que Ouattara a mûri, créé. Est-ce qu'il a une fois dit, je vais créer telle chose? Le RHDP, il n'en est même pas l'inspirateur, ni l'initiateur, le RDR, rien du tout. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé ce que les autres ont créé pour s'en accaparer et puis chasser tous ceux qui ont créé cet outil-là. Donc, le RDR, quand il a vu qu'il y avait un bon nombre de fils du Nord à la personne du mari de la grande chancelière Honoraire qui allait lire une charte du Nord là-bas, on lui a même posé la question là-dessus. En tant que Premier ministre, n'a même pas pu répondre parce qu'il savait que ça allait envenimer les choses et lui, il allait profiter d'une situation paisible en Côte d'Ivoire. Parce que il n'aime pas quand les Ivoiriens sont paisibles et quand nous nous entendons. Dans une Côte d'Ivoire où le fonctionnaire pouvait être affecté un peu partout, trouver sa première femme sur son premier lieu de service et faire de cette fille-là sa future épouse, ça nous a donné un brassage culturel. Tu peux trouver un petit bêté qui va te dire, là, moi j'ai fait mon enfance au Nord, je sais comment un Sénoufo se comporte. C'était de cette Côte d'Ivoire-là qu'il était question. Il a fragilisé ce tissu-là. Et puis, il a eu gain de cause. Une rébellion vient fragiliser la Côte d'Ivoire. On part à des tables de négociation avec Soro Guillaume. Mais, ce qui est bizarre, la seule revendication mère de la rébellion, c'était que Ouattara soit éligible. On a essayé toutes sortes. Ce qui revenait, Ouattara doit être éligible. On fait de lui un président. On fait de lui un candidat exceptionnel pour une élection précise. Mais comme c'est un faussaire, c'est quelqu'un qui aime profiter des situations pour s'asseoir sur les autres, en 2010, il part aux élections. La France met Gbagbo en confiance pour lui dire, c'est vrai que la Constitution ne permet pas à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections avec un pays occupé par une bande armée, mais vas-y, et une fois que tu es élu, nous on va faire un déblayage, on va les balayer comme des choses. Et Laurent Gbagbo, 10 ans... Black, tu fais chuter le live, Oh, arrête-moi ça là. Il parle de quoi lui là? Après 10 ans, quand le président Ouattara accède au pouvoir par les forces des armes, les accords de Ouagadougou, il y a des parties de cet accord-là qui disaient que les chefs rebelles devraient plus continuer à exercer le métier d'armes. C'est écrit. Quand Ouattara reçoit les mutins en 2000, je sais pas, 7 ou bien combien là, il leur a dit, vous et vos chefs, c'est moi qui vous ai gardé dans l'armée. Parce que les accords de Ouagadougou, vous ne devez même plus être encore dans tout ce qui est armement, port de treillis. Donc si je vous ai gardé, hein, c'est pas pure reconnaissance. Ouattara l'a dit devant les mutins. Mais ce qui est plus fort, c'est que tout, et il y a un qui a cité les Do Félix, et les autres qui ont fait, qui faisaient partie de la rébellion. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui avec la récompense? Les Do Félix, ils sont où? Leurs amis rebelles sont en train de se sucrer les galons. Ils sont où? Tous
comment on appelle ça, tous ceux qui étaient à l'ouest, qu'ils ont cité, Choupapi a cité ici, sans s'arrêter là. Aujourd'hui, là, il doit bénéficier des fruits de la rébellion. Il ne sert pas de les citer pour dire qu'il n'y avait pas que les fils du Nord. Maintenant que la rébellion a eu gain de cause sur Gbagbo, qui sont ceux qui ont des étoiles sur les épaules? Vous voulez qu'on creuse? Et donc, ça, c'est le premier. Maintenant, la rébellion a-t-elle profité? Y aller rapidement. Effectivement, la rébellion a profité aux fils du Nord. Moi, je le dis. Elle a profité aux fils du Nord, mais pas au Nord. Je répète, la rébellion a profité aux fils du Nord. Même la dernière nomination de Ouattara va voir son nom, mon frère, l'unique. Va voir la dernière nomination de président Ouattara. Le nom là, son nom, c'est le nom d'un fils du Nord. Tu vas regarder tous les directeurs généraux centraux qui sont dans des points clés. Ce sont des fils du Nord. Les fils du Nord sont en train d'extraire le bon jus de comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire. Ils sont à des points stratégiques. Donc, la rébellion a bénéficié aux individus, mais pas à nos parents qu'ils ont manipulés au Nord là-bas. La précarité au Nord, on peut même pas en parler pendant 1 an. Il nous faut au moins 10 ans pour dire que la même précarité qu'il avait au Nord existe toujours. Ils ont pris l'argent de la rébellion, l'argent de leur nomination pour venir construire des buildings à Abidjan. Ils ont pris l'argent de leur nomination pour venir se construire des grosses villas à Beverly X, pas au Nord, mon frère l'unique. Ils ont des grosses maisons en bordure de mer à Assini. Ils ont abandonné le Nord. C'est seulement que les fils du Nord qui en ont été les bénéficiaires de cette rébellion-là. Le dernier, la présence, oui, effectivement, la présence du président Laurent Gbagbo voilà, ça fait bousculer les choses parce que c'est un ancien chef de l'État. Et puis c'est quand même un ancien homme politique depuis la nuit des temps, depuis Oufoué, depuis tout. Donc, c'est pas n'importe qui. Voilà, les Ivoiriens se reconnaissent en lui très souvent. Pour terminer, quand tu vas au meeting de Gbagbo, c'est les mamans qui tirent les chaises parce qu'ils l'ont vu très jeune, à 80 ans, eux-mêmes aussi, qui ont les 80 ans et révolus, voient encore le même jeune qu'ils ont vu dans les années 80, dans les années 70, en train de dire il nous faut un état de droit. Ce sont ces parents-là qui l'écoutent. Ils ont quelque chose avec lui, ils ont une histoire avec lui. Donc sa présence aujourd'hui dans tout ce qui comporte la politique, la scène politique, ça fait bousculer les choses. Nous sommes à quelques mois d'une élection. Le président Ouattara n'a toujours pas dit qu'il est candidat. Mais néanmoins, il y a des représentants du RADP qui vont aller prendre leur kit de parrainage. Donc, mon frère, je vais pas être trop long que le truc, mais il faut dire aux gens du RDR, le tissu social de la cohésion que vous avez fragilisé, s'il vous plaît, il ne reste qu'un petit bout parce que vous tirez trop sur le fil de la paix sociale. Je répète, la paix sociale, à force de tirer sur le fil, il va finir par se briser et tout va nous tomber sur la figure. Merci et puis bon panel à vous. Ok, merci beaucoup, monsieur Blackiva. On va essayer de... Khalilou, vas-y. Après Khalilou, c'est Tian. Ok, merci beaucoup. Bonjour l'unique, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. C'est vrai que j'avais parlé avant même de dire bonjour. Je voulais un peu passer un mot à mon frère Andy qui ne m'écoutait pas trop. Alors pour ce qui est du premier sujet, la carte de séjour, je pense que Choupapi, Andy, ils ont essayé de le dire à plusieurs reprises, mais je pense que les gens, on sait pas, les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. C'est que le président Ouattara, dans la vidéo qui est jouée, que Kevin Obiangissa a joué, il dit c'était notre projet, on a envoyé le projet.
Quand tu es président du comité, au conseil interministériel ou comité interministériel, et que tu envoies un projet, et bien évidemment, le projet est validé par le président de la République. Parce qu'en réalité, quand tu prends la constitution de 60, l'unique, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Je vais montrer quelque chose. L'unique. Mais l'unique, pardon, mec en grand. L'unique. L'unique s'est déplacé un peu. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas de modérateurs qui peuvent te mettre en grand? S'il y a des modérateurs qui mettent... Je ne sais pas s'il a des modérateurs ou pas. Parce que je vais dire certaines choses, mais je veux montrer au moins pour qu'on puisse voir, quoi. Déjà commence et puis peut-être s'il vient, il va Ok. mettre, tu vas Donc quand tu prends la constitution de 60, la constitution de 60 jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que la constitution soit changée en 2000, il y avait un article 13. C'est vrai que les autres articles ont été modifiés, mais l'article 13 nous dit quoi? Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Donc juridiquement, qui envoie les lois à l'Assemblée nationale, c'est deux types de personnes. Le président de la République ou bien les membres de l'Assemblée nationale. Donc il n'était même pas premier ministre, président du conseil interministériel. Mais même s'il était premier ministre, juridiquement, il n'a aucun moyen d'envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire. Donc lorsqu'il envoie le projet, le président au fouet, voilà, mets-moi en grand l'unique, s'il te plaît. Je vais montrer cet article-là, au moins comme ça, tout le monde va voir. Je ne suis pas encore en grand, hein. Est-ce que tu as... Voilà, merci beaucoup. Attends. Est-ce qu'on voit ce que je présente ou pas, s'il vous plaît? Est-ce qu'on voit? Oui, vas-y, on voit, vas-y, on voit. Ok. Voici une constitution de 60. Je vais sur le site même où il y a la République de Côte d'Ivoire. Voici le PDF ici, téléchargez le PDF. Voici article 13 de la constitution de 60. Avant les autres révisions, c'est-à-dire il y a eu plusieurs révisions, mais je vais montrer un autre où il y a eu toutes les révisions de la constitution. Mais l'article 13 n'a pas été révisé. Cet article-là nous dit que le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Donc un projet de loi qui vient de l'exécutif, c'est le président qui l'envoie à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui disent que le président au fouet, peut-être que les gens disent qu'il était malade, mais même s'il était malade, c'est lui qui a révisé la Constitution en 90. Donc si en mai, le président Ouattara a pu instaurer un titre de séjour, mais comment ça se fait que c'est le président de la République et c'est pas le même président Ouattara parce que Oufouet était malade qui a révisé la Constitution en 90. Donc Oufouet, à cette époque-là, en mai 90, il n'était pas malade. Il avait la possibilité de faire certaines choses. Donc c'est Oufouet qui a envoyé le projet à l'Assemblée nationale. Et si l'instauration du titre de séjour est une mauvaise chose, mais attendez, quand ça va à l'Assemblée nationale, là, normalement, ils sont censés savoir ce qui est bien ou mauvais pour la population. Donc quand le président Ouattara qui arrive, qui ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, comme ce que certaines personnes vont le dire, mais quand le projet il va, pourquoi il accepte, pourquoi il valide, alors que c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire? Puis, quand le président Ouattara est parti en 90, en 93 plutôt, avec le décès du président Oufouet, mais le titre la carte de séjour est restée sous le président Bédié durant ces 6 ans. Si c'était mauvais, pourquoi il n'a pas abrogé? La loi, là, il pouvait l'annuler. Puis le président Gbagbo, c'est en 2007 qu'il a enlevé, on est d'accord? Ça veut dire qu'il a fait 7 ans de pouvoir avec la carte de séjour. Je veux savoir, est-ce que ceux-là, ils encaissaient l'argent de la carte de séjour? Si c'est quelque chose qui est mauvais. Mais encore un autre argument. Si la carte de séjour, si on part du principe que la carte de séjour est instaurée pour les étrangers, en quoi est-ce que quelqu'un qui est ivoirien, ça impacte cette personne-là? Ça ne t'impacte pas. Donc, normalement, quand le président Ouattara dit dans la vidéo que c'est un autre projet, le projet est venu, a été proposé au président de la République qui avait l'initiative des lois. C'est lui qui a envoyé le projet à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand tu prends l'article 24, on dit, ce qu'Insan disait là, voici l'article qu'il disait, qui a été instauré par la loi numéro 90, 15-29 du 6 novembre 90. Voici l'article. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre, chef du gouvernement. Le premier ministre supplée le président de la République lorsque celui-ci est absent du territoire. Mais avant, il faut te référer d'abord
au même article 24, là, dans sa version initiale. Voici la version initiale de l'article 60 et 24. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre, parce que le poste de premier ministre n'existait pas avant 90. Donc, lorsqu'on instaurait la carte de séjour, là, le président de la République, c'est lui qui faisait tout. Voici l'article qui le dit. Le président de la République déléguait certains de ses pouvoirs au ministre. Donc, c'est lui qui décidait de déléguer certains de ses pouvoirs à tous les ministres, parce qu'il n'y avait pas de poste de premier ministre. Donc, un président du conseil interministériel ne pouvait en aucun cas introduire un projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est pas possible juridiquement. Maintenant, quand tu prends la version que Insa donne, mais Insa, quand tu donnes cette version-là, est-ce que cette version-là avait dit que le premier ministre, en l'absence du président de la République, il peut tout faire? Non. On dit, il peut lui déléguer certains de ses pouvoirs et il le supplée lorsque celui-ci est absent du territoire. Mais quand tu supplées quelqu'un, tu prends ses pouvoirs. Mais quand il prend les pouvoirs du président de la République, quels sont ces pouvoirs-là? C'est le pouvoir de promulguer une loi, par exemple. C'est le pouvoir d'envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, même lorsque le président Ouattara a pris les fonctions du président de la République, là, ça ne veut pas dire qu'il imposait ses lois à l'Assemblée nationale parce qu'il avait un super pouvoir, non. Si vous fouillez même à taper poteau une fois, à travers la loi sur la double nationalité, mais ça veut dire que le président Ouattara pouvait révéler certaines de ses lois. Voilà. Donc, il n'avait pas de pouvoir c'est pas comme s'il avait un super pouvoir où il ne consultait même pas l'Assemblée nationale, parce que juridiquement, à part les décrets où le président de la République n'est pas obligé de consulter, par exemple, les membres de l'Assemblée nationale, mais pour un projet de loi, il est obligé d'envoyer là-bas. Pour une ordonnance, il est obligé d'envoyer, de prendre une loi d'habilitation. Donc, légalement, le président de la République, même quand il n'est pas là, pour l'article 24 que tu as donné, cet article 24, la date de 90. Donc, avant l'instauration de cet article-là qui dit qu'il peut lui déléguer certains de ses pouvoirs, c'est à tous les ministres qu'il pouvait déléguer ses pouvoirs. Donc, quand le président Ouattara prend les pouvoirs du président de la République, mais il prend ses pouvoirs dans les limites qui sont fixées par la loi, il ne vient pas automatiquement, mais si tu peux m'en dire en grand, il ne vient pas automatiquement pour dire non, il a le droit de tout faire. Non, il n'a jamais eu le droit de tout faire en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les lois qui passaient, s'il y a une loi qui a été votée, c'est que la loi a été votée avec l'accord des membres de l'Assemblée nationale, ou bien c'est les membres de l'Assemblée nationale même qui décident de voter les lois. Maintenant, on va sur le deuxième sujet qui dit, donc pour conclure, le titre de séjour a été instauré par Houphouët, parce que c'est lui qui envoie le projet de loi à l'Assemblée nationale, puisque le président du conseil interministériel ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas envoyer le projet de loi. Celui qui dit le contraire, qu'il nous sort l'article qui le dit. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire? Alors, avant toute chose, vu qu'il y a eu des victimes, je m'incline, on va dire, devant la mémoire de toutes ces victimes-là, parce que j'estime que s'il y a une rébellion qui est créée contre le pouvoir d'une personne, c'est cette personne-là qui doit être visée, et non les victimes qui n'ont rien à voir avec la rébellion. Donc, normalement, vu qu'il y a eu Djali, ceux qui ont Djala, qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir du président Gbagbo, moi, je m'incline devant leur mémoire. Loin de moi de vouloir justifier cela. Mais quand on prend les propos on va dire les propos de ceux qui ont pu parler, par exemple, sur la rébellion. On va prendre, par exemple, les propos de Soro Guillaume, qui dit qu'il a été rebelle parce qu'il voulait que le président Ouattara soit candidat. Il dit qu'il a été rebelle parce qu'il ne voulait pas qu'on embête ses parents dans les rues. Et ça a été confirmé par un propos du président Laurent Gbagbo, qui dit qu'il va expliquer pourquoi certains gens briment les gens du Nord sur les routes. Donc, normalement, vu que ça s'est arrêté avec l'avènement de la rébellion, mais on peut dire que ça, c'est un avantage, par exemple, des gens qui ont fait la rébellion, ils ont tiré de cet avantage-là. Maintenant, on nous dit que le RHDP ou bien le RDR n'a pas de leçons à donner aux gens. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a quel parti politique qui a des leçons à donner aux gens? Quand ça nous dit qu'il y a des membres du RDR qui disent que le PDC est un parti tribal, mais en même temps, il y a certains membres du PDC qui disent que les gens du RDR sont des rebelles, mais ils ont fait alliance avec eux. Alors que faire alliance avec rebelles est un acte aussi anti-républicain. On est d'accord. Donc, à un moment de l'histoire, chacun était anti-républicain à son niveau. Voilà. Maintenant, si on parle du président Laurent Gbagbo, mais lorsqu'il y a eu coup d'État sur le président Bédié, ceux qui ont fait le coup d'État, ils ne sont pas venus avec des bois de placali, c'est avec des armes. Puis il a félicité leur action, puisqu'il a dit que c'était salutaire. Tout comme le président Ouattara l'a dit aussi, pour dire que c'était la révolution des aïeux, quelque chose qu'il a dit comme ça, là. Mais il a félicité leur action. Alors que ce qu'ils ont fait, c'est un acte anti-républicain.
Donc, à un moment de l'histoire, chacun était anti-républicain à un moment donné. Donc, on est face à un regroupement d'anti-républicains où chacun prend sa part. Donc, le RDR, à un moment de l'histoire, a été anti-républicain, tout comme le FPI, tout comme le PDCI, parce qu'ils se sont alliés, mais c'est grâce à la rébellion qu'ils sont allés à Marcoussis, non? Sauf qu'à Marcoussis, le PDCI allait réclamer des postes ministériels à Marcoussis. Ce combat-là, c'est les rebelles qui l'ont obtenu. Pourquoi ils sont allés à Marcoussis? Vous voyez? Donc, pour dire que, à un moment de l'histoire, chacun a fait des erreurs. Donc, on va pas venir seulement faire une analyse partielle pour dire non, le RHDP n'a pas de leçons à donner. Mais les autres aussi n'ont pas de leçons à donner au RHDP. Parce qu'ils ont eu, à un moment donné, le même comportement. Maintenant, le dernier sujet, le président Laurent Gbagbo. Est-ce que on dit le président Laurent Gbagbo met-il une pression dans la politique? Oui, il met une pression, bien évidemment, parce qu'il a encore du monde derrière lui. Mais malheureusement, pour le moment, il n'est pas encore candidat. Vous voyez, donc cette pression-là, est-ce que ça va changer quelque chose? On ne sait pas. On est là, on regarde, mais pour le moment, bien qu'il mette une pression parce qu'il a du monde derrière lui, ça il faut lui reconnaître. Nous sommes là reconnus, on ne va pas se voiler la face. Il a du monde derrière lui, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais comme il n'est pas encore candidat, on ne sait pas où est-ce que cette pression-là va c'est-à-dire les avantages qu'il va tirer de cette pression-là. On est là, on regarde, on verra à la fin ce que ça va donner. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. Arrêtez de vous muter s'il vous plaît, ça fait tomber le live. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais à dire sur ces trois sujets-là. S'il y a des motions, je les prends. Merci beaucoup. L'unique, moi j'aurais une motion, puis je vais profiter. On dit, Kevin, arrêtez de vous muter. Je vais profiter pour te dire merci. J'ai profité pour te dire merci en même temps, et puis je vais, malheureusement, je vais vous quitter, mais grand merci en tout cas. Je voulais, Kanilou, tu as bien fait d'évoquer en fait la spécificité de l'article en fait 24, d'accord, modifié en fait sur la Constitution en fait du 6 novembre 90 avec l'alinéa même 1, je dirais 2. Mais quand tu évoques en fait la suppléance, d'accord, du pouvoir, tu admets que Houphouët-Boigny n'a souvent pas assisté à des conseils de ministres. Bon, je sais pas, peut-être, tu ne sais pas, peut-être parce que tu es plus jeune, entre 90 et 93. Et le reproche fait à Ouattara à ce sujet, parce que beaucoup de décisions ont été prises, d'accord, par Ouattara sur des mesures urgentes du pays. Et le même parti, le PDCI, a eu à critiquer, d'accord, ces différents agissements de Ouattara. Et je te profite, comme tu aimes beaucoup faire des recherches, va regarder, en fait, l'arrêt du juge Kouadjane concernant une publication parlant de Ouattara sur la privatisation des sociétés d'État. Ouattara avait porté plainte. Et c'est le juge Kouadjane, à l'époque, qui a débouté Ouattara. Va faire des recherches et tu comprendras. Je vais encore aller sur quelque chose. Merci, au moins tu admets que le RDR, d'accord, a un lien très particulier avec la rébellion. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, pour chuter, je vais te dire quelque chose, frère. Pourquoi moi je reproche quelque chose? Parce que tu dis que tous les partis en Côte d'Ivoire sont anti-républicains. Mais c'est pas responsable. Parce que là, tu essaies de faire du sophisme. Mais vous êtes venu au pouvoir, en fin de compte, pour faire quoi? Vous êtes arrivé le RDR là, vous êtes venu au pouvoir pour faire quoi? Vous êtes venu répéter ce que les autres, en fait, ont fait? Ou bien vous êtes venu arranger les choses? Parce que vous êtes critique vis-à-vis des autres. Vous avez critiqué les autres. Et puis je vais te dire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Tu sais qui critiquait la carte de séjour? Soubédier? Tu sais qui étaient les fervents opposants à la carte de séjour Soubédier? Tu veux que je te dise? Tu sais que Ouattara a critiqué la carte de séjour? Étant opposant? Tu le sais ou pas? Ou bien tu sais pas? Mais finis de parler, je vais répondre. Je te laisse. Non, tu peux me répondre par oui ou par non, parce que je continue en fait. Et puis je vais chuter. Finis de parler. Non, est-ce que tu sais que le RDR a eu à critiquer la carte de séjour? Réponds-moi par oui ou par non. Non, mais finis de parler, je vais répondre. Non, je vais chuter en fait, parce que je pars. Donc je profite pour échanger rapidement avec toi. Est-ce que tu sais que le RDR a eu à critiquer la carte de séjour? Mais si je t'ai dit de finir, je vais répondre. Non, mais attends, je dis que j'allais partir. Donc je profite pour échanger avec toi un petit peu, et puis je vais partir. Est-ce que tu sais que le RDR a eu à s'opposer contre la carte de séjour? Oui, mais si on prend l'histoire, est-ce que c'est pas normal? Non, tu ne réponds pas oui ou pas non. Faut même pas chercher un truc. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est pourquoi je t'ai dit de finir, je vais répondre. Attends. Tu peux pas me faire une réponse fermée, oui ou non? Mais finis ton propos. Non, mais réponds-moi, je te pose là, parce que je vais chuter. Je te pose là. Réponds-moi par oui ou pas non. Mais c'est ce que je te dis. Est-ce que si on regarde l'histoire, c'est pas normal? Ah, c'est pas normal. Ok, d'accord. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire par l'histoire. Donc, tu n'as pas voulu répondre, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc, je vais répondre.
Oui, parce que je vais descendre, c'est pour ça. Moi, ce que je veux dire, parce que quand tu veux véritablement être honnête, ne dis pas que tout le monde, d'accord, dans ce cas-là, est anti-républicain. C'est une insulte que tu fais contre le parti que tu soutiens. Parce que tu admets que ton parti qui dirige la Côte d'Ivoire est anti-républicain. Les autres, dans l'entendement du RDR, dans le subconscient, les autres sont anti-républicains, ils sont pas bien. Mais quand tu dis que tout le monde est anti-républicain, tu accuses Ouattara d'être un anti-républicain. J'avais fini. Merci, l'unique. Merci, l'unique. Et puis, j'aurais bien voulu écouter. C'est cette partie-là même que j'ai pas compris. Je sais pas si vous passé. C'est eux qui sont aux affaires. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Kevin. Attends, j'arrive. Kevin, je serai en bas, je vais t'écouter un peu parce que je sais que je vais apprendre des choses. L'unique, on est ensemble, merci. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, déjà, il a évoqué quelque chose. Voilà. La première chose qu'il évoque sur les décisions que Ouattara prend, mais si le PDCI critique, ils sont fous de critiquer des décisions que l'exécutif prend. À quel titre un parti politique va critiquer une décision prise par l'exécutif? Ça n'a aucun sens, ça. Malheureusement, tu parles. Mais quand le PDCI se permet de critiquer une décision qui vient de l'exécutif, alors que les pouvoirs sont séparés, même s'ils sont députés, ils n'ont aucun droit, ils ont quel droit de critiquer les pouvoirs que l'exécutif prend dans l'exercice de ses fonctions et dans ses prérogatives? Ça n'a aucun sens. C'est comme les parlementaires critiquent un décret. Tu vois que ça n'a aucun sens, non? Donc, si Ouattara a pris des décrets parce que la Constitution lui donne ce droit-là, mais le PDCI a quoi? Le PDCI va venir critiquer ce décret-là, pourquoi? Ça ne veut rien dire. Tu vois un peu. Donc, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens, vraiment, ça n'a aucun sens. Maintenant, tu nous dis que le RDA on va dire quoi? Critiquer la carte de séjour, mais c'est normal. C'est l'utilisation que les gens ont fait de la carte de séjour là qui a été critiquée. Sinon, la carte de séjour en elle-même, moi, j'ai dit, c'est une mauvaise chose. Non. Si on met une différence entre l'Ivoirien et l'étranger, mais l'étranger, il est déjà étranger, il y a même une différence déjà. Tu vois, il y a même une différence déjà dès lors que quelqu'un est étranger, l'autre est Ivoirien. Donc, lorsqu'on met un titre de séjour qui ne touche pas les Ivoiriens, mais qui touche les étrangers, mais c'est normal que si on vient l'appliquer à d'autres Ivoiriens, c'est normal qu'un parti politique va critiquer. Donc, quand tu me dis de te répondre par oui ou non, c'est peut-être que on ne répond pas par oui ou non. Ils ont critiqué pourquoi? C'est la raison qu'il faut regarder. Quand le RDA a critiqué la carte de séjour du président Bédié, mais c'est l'utilisation qu'ils ont fait. Quand on révise une constitution et un code électoral pour mettre une différence entre un tiers et bien Bédié. Tu te répètes. Mais je suis en train de répondre à ces questions. Répondu, va droit au but. Ouais, je suis en train de répondre à ces questions. Voilà. Donc, quand le PDCI révise un code électoral pour mettre une différence entre Thiam et Bédié lui-même, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Puisque pour être président, il fallait que tes deux parents soient ivoiriens d'origine. C'est ce que le PDCI a fait. Tu vois un peu. Donc, il y a un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, maintenant, le côté anti-républicain que je dis, j'ai répondu à quelque chose que tu as dit pour montrer que quand tu dis que le RHDP a fait ceci, il faut dire que les autres partis aussi ont fait. Maintenant, si toi-même tu es d'accord que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont eu un comportement anti-républicain un jour, pourquoi tu accuses le RHDP alors? Ça veut dire que le RHDP n'est pas seulement le seul mauvais dans l'histoire. Parce que tu as reconnu ici, tu n'as pas mis en cause ce que j'ai dit. Est-ce que tu as dit que ce que j'ai reproché au PDCI et au président et au FPI là, c'était faux? Tu ne peux pas dire que c'est faux, puisque ce comportement, c'est un comportement anti-républicain. Donc ils sont tous pareils. C'est ce qu'on va dire, ils sont tous pareils dans un lot et chacun prend son camp. Sinon, il n'y a pas un parti qui est mieux que l'autre. Merci beaucoup, Kalilou. Merci. Vous êtes sur le panel, vous allez prendre la parole. Il n'y a pas de souci, frère. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je voudrais d'abord. Kevin, tu parles doucement. Non, je parle bien, mais est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que c'est bon? On t'entend, mais on t'entend comme si tu étais loin de ton téléphone. Toi-même, tu as mis il y a tes trucs, au fait. Il y a ton. Voilà, si tu peux fermer ton micro le temps. Non, le ventilateur. Non, même pas. Voilà, il y a un bruit derrière, au fait. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, en commentant, on me dit que c'est bon. Alors, moi, dans un premier temps, moi, j'associe cette histoire de carte de séjour là au concept d'ivoirité. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on écoute les gens du RHGP, ils sont beaucoup dans la manipulation. Moi, je dis toujours que le RDR là, c'est un parti qui est dans la manipulation. Ils ont toujours été dans la manipulation et ils sont toujours dans la victimisation. Voilà des gens qui disent que c'est le PDCI de Bédié qui aurait donc créé le concept d'ivoirité. Alors, de quel concept il s'agit? Le président Bédié a expliqué ce fameux concept d'ivoirité.
Alors, ce concept d'ivoirité qui, au départ, était un concept, on peut le dire, culturel, qui visait donc à foisonner, si on peut le dire ainsi, l'ensemble des cultures pour créer une identité commune qui devait être donc l'ivoirité, donc concept culturel. Et pourquoi le président Bédié, à l'époque, était soucieux de pouvoir justement arriver à ce stade-là ou à cette étape-là? Alors, pour comprendre cela... Kevin, un instant, s'il te plaît. Oui. Moi, je comprends pas les gens du RADP là. Quand vous finissez de parler là, quand quelqu'un parle, vous riez en commentaire, ça veut dire quoi? C'est pour distraire la personne, c'est quoi? Non, ne faut pas t'occuper de ça, c'est pas utile, c'est pas important. D'accord. Ne t'occupe pas de ça. Même moi, je vois, mais je m'occupe pas de ça. Alors, donc, on va écouter ici le président Ouattara qui a été interviewé lorsqu'il était Premier ministre. Écoutons le président Ouattara lors de l'interview. Alors, c'est dans les archives, hein. On va écouter. Les compatriotes, justement, du Grand Nord ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train... Alors, je vais d'abord faire une petite explication pour que vous compreniez. Le journaliste interroge le président Ouattara et il dit au président Ouattara que les peuples du Nord, là, les gens du Nord, parce que les gens pensent que cette affaire des rébellions, là, ça a commencé en 2002. Or, pourtant, les gens, depuis longtemps, depuis Oufoué, ils avaient déjà des velléités de rébellion. Donc, le journaliste en question pose la question au président Ouattara, il pose des questions justement sur cette question de tentative de créer un État séparatiste au nord de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara va donc répondre à cela. Les compatriotes, justement, du Grand Nord ont un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux, qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre se définit par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara... Alors, déjà dans cette vidéo-là, le journaliste déjà interroge le président Ouattara sur cette question de les velléités des peuples du Nord de vouloir donc mettre en place un État séparatiste au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, on parle de rébellion. On parle déjà de rébellion. Et il parle aussi de la Charte du Nord, qui est donc, on va dire, ce fondement-là qui doit justifier en quelque sorte, je vais dire, cette forme de prise de territoire ou d'occupation, sinon de scission, donc du territoire national. Et en même temps, le journaliste précise que pour ces peuples-là, le successeur naturel du président Félix Houphouët-Boigny doit être donc le président Alassane Ouattara. Donc voilà, les dés sont déjà jetés. Voilà, les dés sont déjà jetés. Donc je veux dire que cette affaire de dire, s'il te plaît, dis-nous pas ton micro, donc pour dire tout simplement qu'il y avait déjà une partie des Ivoiriens en tout cas, qui tentaient déjà de se séparer des autres Ivoiriens, notamment les peuples du Nord. Voilà pourquoi quand le président Bédié va arriver, il va créer le concept d'ivoirité, qui est un concept culturel, qui vise donc à pouvoir harmoniser l'ensemble des cultures pour créer une identité nationale, de sorte à ce que tout le monde puisse se reconnaître dans cette identité, y compris les peuples du Nord, parce qu'il était conscient que ces peuples-là, en tout cas, ces peuples-là avaient des velléités donc de sécession, puisque depuis longtemps, depuis, on va dire, la période du président Ouattara, Premier ministre, le président Ouattara lui-même était informé que ces peuples-là avaient des velléités donc de sécession, comme on peut le dire ainsi. Alors, donc voilà le concept d'ivoirité tel que prôné par le président Henri Konan Bédié. C'est ce que nous connaissons. C'est cela, le concept, je veux dire, que le président Bédié a voulu mettre en place et a voulu travailler là-dessus pour, on va dire, pour réconcilier le peuple avec son histoire, avec sa terre, avec sa culture. Voilà le concept d'ivoirité. Mais à côté de cela, on a un autre concept qui est décrit, qu'on appelle aussi concept d'ivoirité, tel que prôné ou identifié ou indiqué, sinon relaté par les gens du RDR, qui disent que, effectivement, les peuples, les étrangers ont été marginalisés, les étrangers ont été, je vais dire, oppressés, en quelque sorte, y compris aussi les peuples du Nord, et que ce serait le président
Henri Konan Bédié qui serait donc l'auteur. Mais alors, il faut associer cela, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie l'oppression dont il parle? Alors, cela provient naturellement de la carte de séjour. Parce que c'est la carte de séjour, selon ces personnes-là, qui pourrait justifier donc, je vais dire, cette forme d'oppression où on demandait des cartes de séjour même à certains parents du Nord, etc. et tout ça, alors que c'est des Ivoiriens. Donc, on remettait en cause même l'identité, sinon la nationalité de beaucoup de personnes. Donc, tout cela découle naturellement de ces cartes de séjour. Alors, qui en est l'auteur de cette carte de séjour-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce le président Bédié qui a donc mis en place la carte de séjour, ou est-ce le premier ministre Alassane Ouattara à l'époque qui en est donc l'auteur de la carte de séjour? Parce qu'il faut situer qui est le père de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Est-ce le président Houphouët? Parce que moi, j'associe ça à la carte de séjour. Alors, on va ici écouter le président Alassane Ouattara lui-même, qui va nous donner donc des indications. Voilà, il va nous donner des indications sur cette question. Il faut montrer en grand. S'il te plaît, Andy, s'il te plaît. Le débat est trop sérieux. Andy, pardon, le débat est trop sérieux, pardon. Voilà, il faut fermer ton micro. Non, mais il faut qu'il monte la preuve. On ne sait même pas si c'est des discours fabriqués. Pardon. S'il te plaît, il faut changer, il faut truc. Tout le monde a entendu dire en commentaire qu'il faut aller tapoter. Il faut aller tapoter. Le débat est sérieux. Vas-y. Il a qu'à montrer la preuve que l'unique. C'est qu'il n'y a pas de preuve dans ce qui. S'il ne veut pas se taire là, tu le mets en bas. Quand je finis, tu le fais monter. C'est mieux parce que ce type-là, c'est le désordre. C'est le désordre au fait. Voilà, c'est quelqu'un de très désordonné. Alors, donc tout à l'heure, tu vois. C'est la dernière fois. Ce n'est pas courtois. Nous sommes dans un débat. Nous sommes des intellectuels, des grandes personnes. Apprenons à nous respecter. Alors. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Alors, la question, elle est essentielle. J'ai fait une liaison entre la carte de séjour et l'ivoirité. C'est-à-dire, c'est la carte de séjour qui a justifié, donc, on va dire, toutes les dérives qui ont existé. Alors, si c'est la carte de séjour qui a justifié les dérives, ça veut dire que celui qui a emmené la carte de séjour, c'est celui-là, donc, qui est le père de l'ivoirité, tel que décrit même par le RAGP, ou même le RDR de l'époque. Donc, on va chercher à comprendre qui est celui-là qui a donc envoyé la carte de séjour. Pour nous deux, c'est important. Qui en est l'auteur? En écoutant l'interview. Pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, c'est la... Alors, la question du journaliste là, c'est pourquoi avez-vous? C'est-à-dire, il pose la question directement au président Alassane Ouattara, qui était à l'époque je crois Premier ministre, non même pas Premier ministre, c'était plus tard, mais il lui pose la question, pourquoi avez-vous instauré? Donc il parle du président Ouattara. L'unique, si tu peux fermer ton micro, voilà, parce que voilà, le temps que voilà. Il pose la question directement au président Ouattara. Pourquoi moteur additif à ce que tu dis, docteur, voilà, je t'appelle docteur parce que tu es un doctorant aujourd'hui, parce que quand le journaliste a posé la question comme ceci, Monsieur Ouattara aurait pu simplement répondre que t'étais pas lui l'auteur. Effectivement. Tout simplement. Effectivement. Alors, la question, elle est claire. Pourquoi avez-vous instauré la carte de séjour? Donc, écoutez très bien, et puis ensemble, on va décortiquer tout ça. C'est le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Et le journaliste rajoute qu'il a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région. Donc, il associe ça. Donc, c'est une question accusatrice. Hein. Voilà, justement, c'est ça. Parce qu'il dit, d'abord, il dit au président Ouattara pourquoi il l'a fait. Et il dit en même temps que ça a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région. On va continuer. Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort. Donc, le président Ouattara reconnaît que la carte de séjour a causé beaucoup de tort. Ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise. Une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça... Nous avons mis en œuvre. Ça veut dire que ce projet-là, d'abord, il a trouvé ce projet. Ça, c'est vrai. Il a trouvé ce projet, mais ils l'ont mis en œuvre parce qu'ils avaient besoin d'argent. C'est le président Ouattara et son équipe qui ont mis en œuvre. Apporter de l'argent, mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries,
de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. Donc, il parle de tracasserie, il parle aussi des gens qui ont subi donc des extorsions d'argent et consorts et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tracasseries ont commencé depuis Ouattara. Les tracasseries, là, ça a commencé depuis Alassane Ouattara, c'est depuis la naissance même de la carte de séjour, là. Il y a eu des tracasseries, même dans les contrôles, il y a eu des abus. Donc, ça a probablement continué. Je sais pas, ça a probablement continué même peut-être sous Bédié, peut-être, pourquoi pas, on pourrait le dire ainsi. Mais je veux dire, ça, d'abord, c'est le président Ouattara qui a mis en œuvre. Ensuite, les tracasseries ont commencé et les tracasseries se sont poursuivies. Donc, comment se fait-il que c'est finalement Bédié que le RDR accuse comme étant celui-là qui aurait mis une politique contre les étrangers, alors qu'en aucun cas, le président Bédié n'est l'auteur de la carte de séjour. Et que les tracasseries ont commencé depuis Alassane Ouattara. Juste pour dire simplement que voici la manipulation du RDR, ici qui est présentée devant vous ici à l'instant. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont mis en place une politique, qui l'ont appliquée, qui a causé des désagréments, des préjudices, etc. à des populations. Et puis, d'autres présidents sont arrivés et puis on a constaté qu'il y avait les mêmes dérives là, etc. Et finalement, ils accusent les autres sans se remettre en question. Sans même, je vais dire, mettre en évidence leur propre responsabilité. Et c'est le propre du RDR. Ce sont des gens qui ne reconnaissent jamais rien du tout. Peu importe ce qu'ils font, ils vont jamais reconnaître les torts qu'ils ont pu faire à la Côte d'Ivoire ou qu'ils ont pu faire aux populations. Et moi, je trouve que c'est dommage. C'est pas comme ça. Et ce n'est pas correct. Donc, si on voudrait revenir à qui a créé l'ivoirité là, je pense que il faut prôné par le président Bédié, c'était de lutter justement contre ceux qui avaient des velléités sécessionnistes, qui étaient donc de créer une République du Nord. Il fallait donc mettre en place, je vais dire, une politique visant à regrouper l'entièreté des identités afin de pouvoir faire ressortir une identité commune où chaque Ivoirien allait se retrouver dans cette identité-là. C'est ça le concept culturel d'ivoirité du président Bédié, qui est différent de tous les concepts développés par le RDR et dans les laboratoires du RDR. Voilà ce que je voudrais dire d'abord concernant donc cette première question, cette première thématique. Deuxièmement, je voudrais revenir sur qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, avant même d'arriver sur cette histoire sur ce deuxième point, je voudrais terminer pour aller dans le sens de ce que Insan a eu à dire tout à l'heure. Ce que Insan a eu à dire tout à l'heure par rapport et même au développement de Kalilou, qui parlait de la décision venait du président Oufouette. On va écouter ceci. La vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire. Donc, Fologo l'a clairement dit. Le président Ouattara était quasiment le président de la République en Côte d'Ivoire. Il était quasiment, c'est pas moi qui le dis, c'est Fologo qui le dit. Le président Ouattara était quasiment le président de la République en Côte d'Ivoire. Donc, n'essayez pas d'associer cela au président Houphouët. Quand bien même c'est vrai, c'est lui qui était le président de la République formellement. Mais je veux dire, de façon, dans la pratique, c'est pour ça souvent, voyez-vous, nous sommes des intellectuels. Moi, par exemple, je suis juriste. Mais j'ai fait les bancs, j'étais à l'université. Lorsque le professeur parfois explique le cours, souvent en droit, il dit, en théorie, voilà comment ça fonctionne. Mais en pratique, voilà comment on applique. Et parfois, tu vas constater que la théorie est différente de la pratique. Ça veut dire, en pratique, on peut appliquer ça un peu différemment ou différemment. Or, la théorie dit c'est quelque chose, mais dans la pratique, c'est autre chose. Mais c'est la même chose. Donc, ça ne sert à rien de dire,
de façon, c'est le président Houphouët, parce que juridiquement, voilà l'article 13 des tels. Oui, c'est vrai, l'article a dit. Maintenant, dans la pratique, là, comment c'était appliqué? C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai voulu dire pour clarifier ce point-là. Alors, le deuxième point, c'est sur la question, donc, de la rébellion, là. Qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire? Ils l'ont déjà dit. Une sang l'a très bien développé, les autres l'ont très bien développé. Moi, je vais pas rajouter grand chose là-dessus. La seule chose que je souhaite dire, c'est que le constat que tous nous avons eu à faire en Côte d'Ivoire, c'est le concept de rattrapage ethnique. Ça, vraiment, c'est factuel. Je crois qu'il y a l'un des panélistes ici, lorsqu'il s'est prononcé, il a même dit, regardez même la dernière nomination au sein du gouvernement. Vous comprendrez beaucoup de choses. Donc, avec le RAGP, nous avons donc constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un concept qui était né, un nouveau concept qui s'appelait donc le rattrapage ethnique. Et ça, là, vraiment, c'est factuel. Les gens ont critiqué cela. Je crois qu'on en a parlé, on en a discuté. On ne sait pas. Peut-être que nous, les autres Ivoiriens, là, qui n'avons pas des noms à connotation venant de quelque part, on n'a pas de chance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on est marginalisé. Parce que j'ai comme l'impression que ils ont appelé ça rattrapage en Côte d'Ivoire, rattrapage ethnique, comme si du genre, il fallait se venger des autres. Comme si depuis tout ce temps, pendant que tous les autres ont eu à diriger la Côte d'Ivoire, comme si les gens du Nord n'avaient jamais aussi bénéficié d'un certain nombre de choses. Moi, je ne vais pas revenir sur les réalisations du président Bédié, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais la plupart des réalisations du président Bédié, quand on parle d'infrastructures routières, mais c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'en ai cité, je ne vais pas revenir là-dessus. Et même dans les différents gouvernements que nous avons, il y a toujours eu des gens du Nord. Monsieur Fologo même que nous avons écouté, mais c'est un monsieur, c'est un cadre du Nord de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Mais ces gens sont arrivés au pouvoir, ils ont créé leur concept qui s'appelle le rattrapage ethnique. Et donc, nous autres là, qui sont les gens, les enfants aussi d'autres peuples là, bon, finalement, on s'est sentis marginalisés. Donc, depuis ces 15 années de pouvoir du RAGP, nous, les autres Ivoiriens, nous sommes marginalisés dans ce pays. En tout cas, c'est l'impression que nous avons. Et c'est pas moi qui ai parlé de rattrapage ethnique. En tout cas, on en parle en Côte d'Ivoire. Cette affaire de rattrapage-là, c'est pas moi qui ai créé ce concept, ni ces mots. Voilà. Mais c'est quelque chose quand même qui fait partie, on va dire, de l'aspect politique. En tout cas, on aborde ces questions-là. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Bref. Donc, moi, voilà ce que je voudrais vraiment dire sur ce deuxième point. Alors. Kevin, oui. Est-ce a dit que l'installation de la carte de séjour en Côte d'Ivoire est un concept ivoirien? Oui, c'est ça même, c'est ça, c'est du Dieu dit. Mais pourquoi celui de Bédi a dérangé aussi beaucoup de nos frères du Nord? Mais c'est de la manipulation tout simplement. Parce que les gens même de je t'ai déjà dit, est-ce que j'ai pas joué la vidéo au moment où le président Ouattara était Premier ministre? J'ai joué la vidéo. Depuis le président Ouattara, il était parfaitement informé que les gens du Nord avaient des velléités sécessionnistes. Ils voulaient diviser la Côte d'Ivoire. Les gens voulaient créer leur république qui s'appelle la République du Nord. Voilà. Depuis longtemps, c'est de la manipulation. Je l'ai dit, il fallait justifier ce qu'ils allaient faire. Donc, ils ont utilisé voilà, ils ont essayé vraiment d'utiliser tout ce qu'ils pouvaient trouver, voilà. Et puis, on s'en l'a très bien rappelé, jouer sur la fibre de la religion, etc. et tout ça, pour pouvoir justifier ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire frapper la Côte d'Ivoire en 2002 par une rébellion, tout simplement. Regardez, vous allez voir que ces gens-là, depuis, vous allez voir dans leur façon de parler, ils vont toujours accuser Bédié d'ivoirité, il maltraitait les peuples du Nord. Ils vont parler même du président Gbagbo qui maltraitait les peuples du Nord. Or, le président Gbagbo, par exemple, je viens maintenant sur le président Gbagbo, il n'a jamais maltraité les peuples du Nord. Quand le président Gbagbo prend le pouvoir, dès qu'il prend le pouvoir, quel est l'acte qu'il pose? Mais l'un des premiers actes du président Gbagbo, c'était d'organiser un forum de réconciliation nationale. Mais attends, quelqu'un qui n'aime pas les peuples du Nord, qui n'aime pas Ouattara, qui n'aime pas les nordistes, etc., comment se fait-il qu'il organise un forum de réconciliation pour aller chercher Ouattara pour venir, pour aller chercher tous les leaders là pour venir, pour parler de la paix, pour voir comment on peut réconcilier tout le monde, pour vivre en paix dans ce pays-là. Et à la suite du forum national, il fait en sorte qu'on puisse établir un certificat de nationalité au président Alassane Ouattara. Donc c'est le président Bédié qui réhabilite le président Ouattara dans ses droits, puisqu'il y avait des contestations sur les questions de la nationalité. Et c'est lui, par le président Gbagbo, donc, que finalement le président Ouattara est réhabilité
dans ses droits et reconnu officiellement qu'il il bénéficie pleinement donc de son certificat de nationalité, quelques mois après le Forum de réconciliation nationale. Et après, juste après quelques temps, mais on frappe son régime par une rébellion. Comment ça se justifie? Et on dit non, c'est parce que le président Gbagbo n'aimait pas les gens du Nord, ou il n'aimait pas le RDR, ou il n'aimait pas le président Ouattara. C'est une arnaque. C'est une arnaque intellectuelle. Voilà. Ça se tient pas, ça se justifie pas. C'est pour ça que moi je dis, bon bref, je vais avancer sur ce point-là. Alors, je voudrais maintenant revenir sur le troisième point qui est la présence du président Laurent Gbagbo met un principe dans le jeu politique. Oui, mais le président Gbagbo l'a dit. Il dit que lui, personnellement, il ne va pas accepter ce 4e mandat-là. Et que ce 4e mandat-là, ça ne passera pas parce que lui n'était pas là. Ça, c'est ce que le président Gbagbo a eu à dire. Et moi, avant d'aborder ce point-là, je souhaite vraiment qu'on essaie, parce qu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faire jouer des vidéos, des audios pour revenir sur l'histoire, pour que ensemble nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Écoutons le président Ouattara lui-même. Par rapport à cet article, moi je veux une réforme constitutionnelle. La présente constitution, la mort du constitutionnel juste par rapport à cet article. Moi je veux une réforme constitutionnelle. La présente constitution a été faite par un régime militaire qui avait ses objectifs, qui a même l'immunité dans la constitution, qui a toute une série de dispositions incohérentes qui nous ont d'ailleurs posé des problèmes à un moment donné au niveau de notre conseil constitutionnel. C'est une... Une minute. L'unique, dès qu'il finit, j'ai une motion, hein, s'il te plaît. Allô, excusez-moi une seconde. L'unique, tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Kevin, vas-y. Ok, d'accord, je termine rapidement. Tu parles là, mais là, on t'entend pas. Non, c'est bon, ferme ton micro. Constitutionnel, c'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Mais il faut maintenant renforcer les institutions, clarifier un certain nombre de choses et bien sûr enlever tout ce qui est germe de confligène et ainsi de suite et abandonner ces histoires de stratifier les Ivoiriens. C'est abominable. Donc le président Ouattara était clair. Il a dit on va refaire la constitution. Et c'est pas pour faire un 3e mandat. Il a parlé de 3e mandat. C'est-à-dire 3e mandat, le mot 3e mandat là, c'est même pas l'opposition. C'est-à-dire c'est avant même que la constitution ne puisse naître. Que lui, il a parlé de 3e mandat. Il dit la nouvelle constitution là, ça va pas permettre de faire justement un 3e mandat. C'est-à-dire, ça ne lui permet pas justement de pouvoir se représenter si on veut interpréter. Donc ça veut dire la nouvelle constitution qui va venir là. Lui, le président Ouattara ne pourra pas, je vais dire, outrepasser pour faire un autre mandat. Ça a été clair. C'est clair, c'est lui-même qui l'a dit. La vidéo, elle est claire. Et puis, il y a d'autres choses, il y a d'autres vidéos qu'on peut présenter. Et puis, en 2020, il a aussi fait une déclaration, il a dit en 2025 qu'il ne sera pas candidat. L'interview de France 24 et tout ça, ça a été dit. Donc, pour une fois, il faut que le président Ouattara respecte ce qu'il a dit. Il a dit, nous, en tout cas au niveau de l'opposition, on considère que ce 3e mandat-là, c'est un bonus. C'est un bonus, il l'a fait, mais en 2025, il faut passer à une nouvelle génération. Passer à une nouvelle génération. Je voulais dire concernant, donc je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, ça pourrait se justifier d'une façon, le pressing politique du président Gbagbo. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Voilà, il faut qu'au niveau du RAGP, ils choisissent un autre candidat. C'est tout. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces 3 thématiques-là. Merci. Ok. Soldat,
Ah, est-ce que c'est possible? Bon, vas-y pour ta motion, parce qu'après, il y a Soldat qui est là. Je pense que tu voulais alterner, non? Tu fais un côté, un côté. Ok, d'accord, on va aller comme ça. Ok, merci beaucoup, l'unique, de m'avoir accordé la motion. Kevin, le président Gbagbo aussi était contre l'ivoirité. Ma question est la suivante. Quel était le concept qui était défendu par le président Bédié? Et quel était le concept contre lequel le président Gbagbo était contre? Et quel était le concept contre lequel le RHDP, le RDA était contre? Ça, c'est la première motion. Dans la vidéo que tu as joué sur le titre de séjour, on nous dit que ça a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région. Je veux savoir, si ça a causé beaucoup de tort aux ressortissants de la sous-région, mais comment ça se fait que les gens puissent utiliser ce même ce même titre de séjour-là pour embêter des nationaux, c'est-à-dire des citoyens qui sont nationaux, c'est-à-dire des Ivoiriens d'origine, des Ivoiriens qui sont sur les terres, alors que le titre de séjour, c'est aux ressortissants de la sous-région que ça a causé du tort. La dernière question que je pose, Fologo dit dans sa vidéo que le président Ouattara était quasiment le président de la République. Je veux savoir, à partir de quelle date il a été quasiment le président de la République? Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question, et puis je vais remonter. À partir de quelle date? Bon, si on passe sur la base de cette vidéo, le président Fologo a parlé de peut-être 92, 93, voire 91. Mais ça pourrait remonter parce qu'on sait que depuis les années 90, le président Oufouette était très affaibli. Voilà, par l'âge, par la maladie, par un certain nombre de choses. Donc c'était quelqu'un vraiment de très affaibli. Voilà, donc s'il te plaît, j'ai cru que ça c'est la première chose que je voudrais dire. Deuxième chose concernant cette histoire de dire ça touchait les ressortissants, etc. de trucs là. Mais au fait, c'est la réponse qu'il donne. Mais ça ne touchait pas que ses ressortissants, ça touchait aussi des Ivoiriens. Il a parlé de tracasserie, de pouvoir prendre des trucs, on retirait les cartes, soi-disant cartes d'identité jaunes là. Mais c'est à partir de toute cette période que ça a commencé. Et ce sont ces personnes-là qui disaient non, qu'elles sont Ivoiriennes, plutôt elles viennent du Nord. Et c'est vous, les mêmes peuples du Nord, qui avez protégé ces personnes. En tout cas, vous avez utilisé ces personnes pour dire non, c'est des Ivoiriens, etc. Pour justifier justement tout le mensonge qui devait naître par la suite. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais dire. La carte de séjour là, c'est l'un des éléments essentiels qui a emmené tout ce qui est tracasserie, que ce soit pour les étrangers ou pour les nationaux. Ce n'est ni le président Bédié qui a envoyé la carte de séjour, ce n'est ni le président Gbagbo qui a envoyé la carte de séjour. Voilà qui est clair. Voilà qui est très, 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 très clair. Il n'y a pas besoin de tergiverser sur ce point-là. Maintenant, si tu me dis que c'est Bédié qui a mené une politique contre les peuples du Nord, soi-disant, ou si c'est le président Gbagbo, je te mets au défi de me donner une seule mesure que le président Bédié aurait pris contre les populations du Nord concernant les contrôles de cartes d'identité, et je te mets au défi de me donner une seule mesure prise par le président Gbagbo concernant les peuples du Nord. C'est la même chose que vous avez dit. Vous êtes des manipulateurs fins en disant simplement en Côte d'Ivoire on ne porte pas boubou. Comme si au temps de Gbagbo, il était interdit de porter boubou en Côte d'Ivoire. Pourtant vous l'avez dit. Voilà. Donc moi, je sais ce que je peux dire par rapport à je peux répondre par rapport à tes questions. Merci. Ok. Famille, je vais mettre un compte à rebours. 5 minutes chacun. Voilà, parce que moi-même, ça fait depuis que je suis là. Bon, je mets 5 minutes. Voilà, pour qu'on puisse faire évoluer le débat rapidement. Ok, nickel. Oussoum, vas-y. Comme j'ai dit que j'allais tenir comme ça. D'accord, ok, d'accord, merci. Moi-même, je pense que ce sera ma dernière prise de parole. D'accord. Bon, vous voyez comment on peut se contorsionner pour essayer de rendre l'illicite en licite. Mais je ne sais pas, Kevin, il a quel âge. Il essaie de mettre en place une relation insidieuse, j'ai envie de dire même incestueuse, entre l'ivoirité et la carte de séjour. Mais on s'en fout de la carte de séjour. L'ivoirité, ça ne concerne pas les étrangers. La carte de séjour, c'est pour les étrangers, ça ne concerne pas les Ivoiriens. Donc, qu'est-ce que tu veux que nous, les Ivoiriens du Nord, on fasse avec la carte de séjour? L'ivoirité, ça concernait les Ivoiriens, des Ivoiriens qu'on traitait d'étrangers dans leur propre pays. C'est ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris à cette histoire d'ivoirité-là. On a arrêté les gens, ils sont dans les cas, on les fait descendre, tu as ta carte d'identité ivoirienne, les autres ils continuent parce qu'ils ne sont pas du Nord, et vous restez là, et il y a des gens qui sont restés là et on ne les a plus revus, ils ont disparu. C'est ça l'ivoirité. Tu penses que ça fait des cartes de séjour? Mais ça, tu n'as rien compris.
Oui, et c'est Bédier qui est l'instigateur de cette ivoirité-là. Peut-être que vous pouvez... On n'a rien contre le fondement culturel de l'ivoirité qui avait été expliqué, mais c'est l'utilisation politique de l'ivoirité qui est retombée à fait chez les enfants du Nord. C'est ça le problème. Mais le premier politique qui a été frappé par l'ivoirité, c'est même pas quelqu'un du Nord, c'est Johnny Kobina. Johnny Kobina, vous lui avez arraché sa nationalité parce qu'il était le secrétaire général du RDR. Vous lui avez arraché sa nationalité, empêché des candidats, sa candidature a été refusée quand il voulait se présenter à Djamé. Et après Johnny Kobina, ça ne vous a pas suffi, vous êtes descendu sur Ouattara. Jusqu'à aller questionner sa mère, lui mettre un mandat d'arrêt. Toi, Kevin, tu es toujours en train de parler de la justice pour contester la nationalité de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'assoit, qui décide ça? Non, il faut que vous soyez un peu sérieux. Et puis, regarde le lien que tu es en train de faire pour essayer de parler je sais pas, d'une charte mythique du Nord qui n'a jamais existé. Le journaliste parle un document volumineux. Je te mets au défi, toi ou quiconque, de me sortir ce document volumineux, charte du Nord là. Si ce document existait, on nous l'aurait présenté depuis belle lurette. C'est des mythes, c'est des fantasmes. Et tu dis que non, le Nord voulait préparer une rébellion, donc ils avaient la charte du Nord, c'est pour ça que l'autre est venu mettre l'ivoirité. Même si tu es docteur, c'est pas comme ça qu'on peut manipuler l'histoire comme ça. On est tous contemporains, je sais pas quel âge tu as. Et cette rébellion dont tu parles là, même Mamadou Koulibaly a dit que Bédier a financé la rébellion. Mais pourquoi tu ne cites pas Mamadou Koulibaly, qui était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Il a dit que Bédier a financé la rébellion. Même Touré Moussa, le porte-parole de Soro Guillaume, il a tweeté que Bédier a financé aussi la rébellion. Donc Bédier faisait partie de ceux qui faisaient l'achat du Nord là. N'importe quoi. Il faut qu'on soit un peu sérieux. Vous ne pouvez pas sortir, tu sors Fologo. Mais Fologo, il était dans un clan. Il y avait 2 clans, il était dans le clan Bédier. Il peut sortir n'importe quoi. Et dans sa vidéo, il parle des 10 derniers jours. Le président Bédier était agonisant les 10 derniers jours que Ouattara a été presque le président de la République. Mais tu tournes ça pour raconter n'importe quoi. Quand même, sois un peu sérieux. Si tu prends quelqu'un qui était de l'autre camp, mais il va te dire autre chose. Depuis quand Fologo est une référence en Côte d'Ivoire ici? Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Tu parles de rattrapage ethnique. Mais rattrapage ethnique, donc on a rattrapé le PDC. Il a rattrapé aussi les Akans alors. Parce que quand il disait rattrapage ethnique, le RHDP c'était le PDCI et le RDR. Donc quand on mettait Kablan de camp vice-président de la République, on rattrapait aussi, on faisait rattrapage aussi. Tous les gens du Sud qui étaient avec Ouattara, les Patrick Hachi, tous ceux qui sont restés aujourd'hui là, c'est du rattrapage aussi, non? Donc il a rattrapé pour le Nord et puis pour les Baoulés, j'imagine. Dans 1 minute. Hein. Ok, d'accord, merci. Donc vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Et bon, il m'a fait perdre mon latin parce qu'il a fait tellement de contorsions. Donc, bon, j'ai terminé pour parler de l'audit. J'ai entendu des gens parler de l'audit de la liste électorale. Il faut arrêter ces comédies-là. Vous avez un groupe parlementaire, si vous vouliez un audit, vous aurez pu instituer une loi qui allait mettre en place cet audit-là. Oui, l'audit n'est pas dans le code électoral. On ne se lève pas parce que l'opposition veut quelque chose voilà, on met ça en place. Ça ne marche pas comme ça. On est dans un pays qui a des lois. Il faut suivre les lois du pays. Les lois, celui qui est frappé par les lois, on avance. En France, Macron, sous son régime, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, il a perdu ses droits civiques et politiques. Ancien premier ministre Fillon, il a perdu ses droits civiques et politiques. Marine Le Pen, qui est censée être celle qui va prendre le pouvoir, elle a perdu ses droits politiques. Vous avez entendu en France parler du dialogue politique. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Soldat. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Sois salué. L'unique. En tout cas, merci vraiment pour ce que tu fais, mais vraiment, ce n'est pas facile. Hein. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire un débat parce que tout à l'heure, voilà, je venais de me réveiller et je suis tombé sur quelqu'un qui disait comme ça que Lida Kwasi voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il a même présenté une vidéo ici. Et on n'a même pas bien entendu ce que disait Lida Kwasi, mais je pense qu'on a tous écouté la vidéo auparavant. Vous savez,
nous sommes dans un État en Côte d'Ivoire, un État fantaisie, qui invente à chaque fois des choses pour faire plaisir à ses partisans. Je vais te demander de me mettre en grand. Je vais montrer juste un petit truc avant de commencer mes propos. Si tu tiens à préciser que je lui ai donné 7 minutes parce qu'il n'avait pas encore parlé depuis tout à l'heure. Voilà, donc il y a mis 2 minutes dessus encore. Vas-y. Tout le monde a fait 2 minutes, il n'a pas parlé. Voilà, donc je mets ma caméra pour ne pas qu'on dise il n'a pas montré des preuves. Comme ils aiment les preuves là. Voilà. Je vais montrer cette vidéo là et puis après je vais poursuivre. Sécurité, le calme est revenu aux alentours de la base militaire de Ndotré, mais certains commerces sont restés fermés ce mercredi car les habitants de ce quartier sont encore sous le choc. Vers la 1h là, ça a tiré. Ils ont commencé à tirer fort même. Calage, tout. En tout cas, on avait peur. Donc c'est ça qui a fait que jusqu'à matin, même mes enfants sont pas à l'école. Ok. Vous voyez ici, on voit 3 machettes, une Kalachnikov. Des gens qui viennent pour faire un coup d'état. Puisque la dame ici, là, elle dit que la piste des terroristes a été écartée. Bon, j'ai fait jouer la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas qu'on dise. Bon, j'ai vu 4 à 5 personnes. Mais c'était pas ils étaient en civil. Bon, j'ai vu en position d'attaque, tout ça là. J'ai fait parler de meilleur. Ce matin, on a constaté que sur les murs, il y avait des trous, des pètes de bas, tout et tout. Donc, dans le parking d'à côté, il y avait 3 morts. Il y a eu 3 morts. Ce matin, on partait à l'école, on les a vus. Puis, ils sont venus soulever les corps et puis ils sont partis. Même si la Côte d'Ivoire a connu plusieurs attaques terroristes à sa frontière nord lors de ces 10 derniers mois, la piste des groupes djihadistes n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités, car des pièces d'identité du Libéria ont été retrouvées sur les assaillants qui cherchaient peut-être à se procurer des armes par le bas. Ok. Vous avez tous attendu, hein. La Côte d'Ivoire ne privilège pas la piste de terrorisme. L'unique. Quand tu vois ici 3 machettes, une Kalachnikov, des gens qui veulent faire un coup d'état, qui prennent 3 machettes, une Kalachnikov, pour aller chercher des armes dans un camp militaire. Frères, soyons sérieux. Est-ce que ça, là, on peut appeler ça coup d'état? Tentative de coup d'état, tentative de déstabilisation. Normalement, on doit attribuer ça aux tentatives, peut-être même des terreaux qui viennent peut-être se sacrifier. Parce que tu ne peux pas prendre 3 machettes, une Kalachnikov et aller attaquer un camp militaire pour dire que tu vas survivre. Frère, tu t'en vas te faire tuer. Tu t'en vas te faire déjà. Donc, ici, on dit qu'il y a eu 3 personnes qui ont été déjà. Les gens, c'est-à-dire, on vient nous dire non, c'était des Libériens. Bon, Libérien qui est quitté chez lui au Libéria, il prend 3 machettes, c'est-à-dire lui, il est Rambo. Il rentre dans un camp militaire pour faire coup d'état, pour prendre des armes pour aller attaquer Ouattara. Si ce n'est pas dans un film western, on peut voir ça. Si ce n'est pas dans un film Rambo, on peut voir ça. En réalité, ça n'existe pas. Déjà, pour faire un coup d'état, vu que mon temps est déjà fini là, pour faire un coup d'état, déjà, il faut avoir un pays d'accueil qui va te soutenir dans ton projet de coup d'état. Il faut avoir un plan de financement. Mais il faut avoir un soutien même international. C'est-à-dire quelqu'un qui va t'appuyer dans ton coup d'état. Lorsque Lida Poissy a été arrêté, on n'a pas vu tout ça. Hein? On n'a pas vu tout ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais lire quelque chose ici. La femme de Babo Laurent, elle est quoi? Elle est Djoula, non? Kone Katina, il est quoi? Il est Djoula. Et dans le PPACI, c'est-à-dire même dans le FPI d'avant, il y avait plein de Djoula. Voici, je vais prendre un paragraphe du récit de Jean-Noël Abbaye, qui a été arrêté pour tentative de déstabilisation, coup d'état et tout. Dans le même truc, Lida Poissy.
Un projet de génocide, un projet de génocide s'est préparé à l'Ouest avec la création du mouvement du Grand Ouest qui devrait avoir pour base le port de San Pedro. L'objectif était d'exterminer les Baoulés et les Djoula. Les gens qui devaient faire coup d'état là, hein, voici ce qu'ils disent. Eux là, leur projet là, c'était de déjà tous les Baoulés et tous les Djoula. Quand ils regardent ça, on sait automatiquement que c'est quelque chose qui a été écrit, préparé par le RDR. Parce que Jean-Noël Abbaye, il avait le pouvoir avec Babo, avec Lida Kwasi. Mais si les gars voulaient déjà les Baoulés et les Djoula là, au moment où ils avaient la possibilité de faire ça là, ils ne l'ont pas fait. Hein. C'est où maintenant ils ont perdu le pouvoir. Ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus rien. C'est là, le colonel Kate Nyatouaka va venir leur dire non les gars, venez en faire coup d'état, allons-y déjà tous les Djoula, allons-y déjà tous les Baoulés. Il faut être intelligent, il faut réfléchir. Malheureusement, le montant infini, je ne peux pas trop développer, donc je vais m'arrêter là. Sinon là, peut-être je parle juste pour les intelligents, juste pour les intellectuels qui ont un cerveau pour réfléchir, ils vont comprendre beaucoup de choses. Sinon ceux qui sont là, moi je ne fais pas de débat avec eux, hein. Voilà, je m'arrête là. Merci. Motion unique. Je ne prends pas d'émotion, je ne fais pas de débat. Je ne fais pas de débat. Je m'adresse seulement aux intelligents. Des gens qui ont fui le pays, c'est eux qui sont venus parler ici. Oh, mais mon frère, ça te regarde. Ça te regarde. Tes problèmes personnels, tu le gères ailleurs. Pardon, s'il te plaît. Pas sur mon panel, ça te regarde. On dit ça à toi. T'as 5 minutes. Moi, je comprends pas, hein. Je comprends pas. Je comprends pas Kevin, je comprends pas le truc. En fait, souvent, ils font exprès de ne pas comprendre, en fait. Pourtant, s'il a demandé à ce que Kevin nous montre les preuves, c'est parce que ce même Kevin-là, il nous a envoyé un sujet une fois où il nous a dit que en 2024, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le PPTE. Le voici ici, puis il parle pas derrière lui. On a fait débat de ça ici. Kevin dit que en 2024, la Côte d'Ivoire est retombée dans le PPTE. On a fait débat ici, c'est pour ça que j'ai demandé à Kevin de se mettre en grand pour apporter la preuve de ce qu'il est en train de nous faire écouter. Il s'est dit intellectuel. Après, il a reconnu, il s'est excusé. Je suis là, puis il est là et puis je parle. Kevin dit tu mens. Il dit tu mens. Il dit je mens. Kevin n'a jamais dit ça devant le palais de Célio. Dans le palais de Célio, tu n'as jamais dit que la Côte d'Ivoire est retombée dans le PPTE. Tu n'as jamais dit ça. Sinon, on a enregistré hein, ce jour-là. Là, on va appeler quelqu'un et puis il va envoyer la vidéo. Tu vois, c'est ça, c'est la raison pour laquelle, quand on fait des débats, là, soyons sérieux, apportons la preuve de ce qu'on dit. On ne sait même pas qui a enregistré, si c'est le propre Babo qui a enregistré des trucs. Parce que, attends, s'il te plaît, quand tu as parlé, si personne ne t'a coupé, ferme ton micro, ferme ton micro, je ne prends pas ta motion, 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 ferme ton micro, ferme ton micro, je ne prends pas ta motion, ferme ton micro, merci. On t'a entendu ici, faites des débats de gré, nous on fait des débats avec des preuves, on est assis puis on vous montre les preuves de ce qu'on dit. Mais on ne peut pas faire jouer des audios de la Sorbonne pour venir faire jouer ça sur un panel. Je pense qu'il faut te rendre un peu crédible. Moi, quand tu fais des trucs, je me demande toujours la source. Et je te montre. Moi, j'ai quitté dans ce degré-là. On te dit, dans une république, il y a un premier ministre, il est chargé de réaliser le projet du président de la République. Tout ce qu'il y a comme projet du président de la République. Le président Oufoué a fait appel au président Ouattara. Parce que l'économie, la Côte d'Ivoire est en crise économique. La Côte d'Ivoire est en crise économique. Il a appelé le président Ouattara. Viens redresser, en tant qu'un Ivoirien, viens redresser l'économie de ton pays. Le président Ouattara vient. Il regarde dans le secteur, dans toutes sortes de secteurs. Il voit qu'il y a la cabégie financière. Les cadres du PDCI sont en train de bouffer l'argent de l'État. Jusqu'à Oufoué, tellement étant faible à cette époque-là, ne pouvait même pas chasser certains membres de son parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir le président Ouattara. Il dit, je te donne plein pouvoir et ordre de restaurer dans les caisses de l'État, de faire revenir des fonds dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait?
la proposition était là. Il a proposé à ce qu'il y ait une carte de séjour parce qu'il y avait à cette époque, il y avait plein d'étrangers dans notre pays. Vous comprenez? Il y avait plein d'étrangers dans notre pays. Donc il a demandé à ce que ça, on remette ça sur table. Ils ont remis ça sur table. La proposition est passée à l'Assemblée nationale. Les députés du PDCI à cette époque, ils ont voté la loi. Maintenant tu veux remettre ça sur le président Ouattara. Mais si la loi n'était pas passée, est-ce que le carte de séjour ça allait voir le jour? Si la loi n'était pas passée là, carte de séjour allait voir le jour, ça allait progresser dans ce pays. Ça n'allait jamais voir le jour. Soyons sérieux. Si les députés avaient dit non à cette époque-là, mais carte de séjour n'allait jamais passer. C'est de ça qu'on entend parler. C'est parce que le PDCI, à cette époque, a donné son feu vert pour qu'on instaure la carte de séjour dans le pays. Mais vous faites des débats de gré. Vous faites comme si vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais les députés du PDCI, à cette époque, ils pouvaient voter non. Pourquoi quand le Oufoué voulait instaurer la double nationalité et qu'il est passé au Parlement à cette époque-là, pourquoi ils ont voté non? Et puis pour la carte de séjour, les mêmes députés l'ont voté oui. Pour que le président Ouattara puisse instaurer ça. Alors, sortons de ce gré-là. Sortons de dire que non, c'est lui qui a imposé. Il n'avait ni compétence, il n'avait pas compétence, il n'avait ni le pouvoir pour pouvoir instaurer une carte de séjour sans passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était tous des députés du PDCI. Vous parlez de la rébellion. Moi, je pense que la rébellion a été claire. Guillaume Soro est clair sur la rébellion. Il dit, le président Ouattara n'a pas la compétence, la capacité de créer une rébellion. Donc la rébellion là, c'est lui et ses gars qui ont créé ça. Dès lors que le premier chef de la rébellion s'exprime, même autant étant opposé au président Ouattara, étant en exil, il répète encore que le président Ouattara n'a pas la capacité de créer une rébellion. Mais on sort où? On sort où pour dire que c'est lui qui est le responsable de cette rébellion? Moi, oui, sortons des débats des grés, il y a des sujets plus importants. Merci beaucoup. C'est bon. Oh, c'est la seule personne qui se fait entendre l'oublier de crier. Ouais. C'est ma voix qui porte, c'est tout. Quelle porte qui voit qui se lève va laisser ça, champion. Oh, c'est ma porte qui voit. Ensemble, on va dans... Gel Khalil. La parole à général. Gel Khalil. Khalil dit qu'il a quelque chose. Voilà, comme Gel Khalil. Bonsoir à toi. Voilà, comme nous avons parlé, on va te mettre 7 minutes. Hein? Mais c'est bizarre quand même. C'est à mon tour maintenant de parler, tu dis que... Non, parce que ça fait longtemps que je suis là. Et à un moment donné, il faut que je batte causer avec quand même. C'est clair. Bon, c'est vrai que... Mon temps étant compté, c'est un peu difficile d'aller trop en profondeur parce que j'ai aussi beaucoup de vidéos aussi avec joué. 7 minutes, toi, tu ne peux pas me passer en profondeur. Non, je m'explique. Bon, ok, parce que, tu sais... Il y a donné 10 minutes. Voilà, parce que il y a une loi qu'on appelle la loi de Bandolini. Ça, on la connaît certainement. Le théorème des baratins. C'est-à-dire que le temps que Kevin m'a mis tout à l'heure pour dire ces sonnettes-là, je dois mettre encore 2 fois plus de temps au minimum pour répondre à ce qu'il a dit. Donc je ne pourrais même pas répondre. Même s'il me donne 1 heure de temps, je ne peux pas répondre textuellement tout. Mais ce que je vais faire, je vais attaquer directement en fait les points qui me semblent essentiels. Donc comme mes frères Nissa m'excuse, c'est vrai, je t'ai monté au début pour lui, mais comme Kevin a repris déjà, je pense bien, l'essentiel de ce qu'il a dit, donc je vais parler à Kevin, et en répondant à Kevin, qu'il m'excuse, c'est vrai, mais je pense qu'il pourra aussi trouver des matières à redire. La première chose, d'abord, je vais d'abord remercier le frère Nsou quoi, déjà, qui a dit que en temps normal, l'ivoirité n'a rien à voir avec les... Pardon, la carte de séjour n'a rien à voir avec les Ivoiriens. En quoi est-ce que moi, l'unique, moi, Nsam, moi, Khalil, je devrais me sentir concerné par l'instauration d'une carte de séjour? Je ne vois pas. Donc, au même titre que l'ivoirité, qui est... Attention, hein, le mot ivoirité est un néologisme, c'est-à-dire que c'est une contraction de 2 mots. Ivoirité, ivoire de la Côte d'Ivoire, ité comme identité. Donc, le professeur Nyangora, effectivement, dans la fraternité matin, en 70, dans les années 70, pardon, 75, 76, dans la fraternité matin, utilise la première fois ce concept culturel-là, effectivement. La première fois. Depuis les années 70, le pays n'est pas brûlé pour cela. Il a fallu qu'après le congrès de 94 du PDCI-RDA, que le président Konan Bédié, dans son discours d'orientation, une fois élu au congrès, ait utilisé ce mot-là comme étant une orientation politique. Autour de lui va se former une élite intellectuelle au sein de laquelle il y avait
le professeur Jean-Noël Lokou, professeur agrégé d'histoire, qui est actuellement, je pense, bien sûr, de ma part, il est actuellement le président de la fondation Faux-Boigny de Yamoussoukro. Donc, ils vont former autour de lui une équipe qu'on appelle la CURDIF, la cellule des universitaires, pour la réflexion et la promotion des idées du président Rikonan Bédié. CURDIF. Tapez sur Google, C-U-R-D-P-I-H-E. La CURDIF. Ils avaient une revue à l'époque qui passait très souvent, qui publiait, qu'on appelle Ethics. Vous tapez également Ethics, vous allez voir que tout ce qu'on dit là, c'est une histoire. Ce n'est pas des valipiers qui ont mis en place une rivalité politique, non. Ce sont des intellectuels proches du PDCRDA. Donc, je dis, pour dire quoi? Pour dire que, d'abord, mon frère Kevin, d'abord, qui m'excuse, mais il est juriste. Un juriste, quand il parle naturellement, il parle avec des attitudes, avec des preuves. Moi, je dis que le 16 mai 90, écoutez-moi très bien, le 29 mai 90, la loi numéro 90-437, je reprends, loi numéro 90-437 du 29 mai 1990, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. Cette loi-là qui a été votée par le Parlement PDCI majoritairement, le 29 mai 90, qui instaure la carte de séjour. 29 mai 1990. Le même jour, c'est-à-dire le 29 mai, le président Faux-Boigny signe un décret. En Côte d'Ivoire, ici, si on regarde de ma part, je parle là sous le contrôle de mon frère Kevin, seul le président de la République peut signer des décrets. Le même jour, le président Faux-Boigny, bien en santé, prend un décret, le décret numéro 90-443 du 29 mai 1990. Décret d'application, qui va expliquer les modalités d'application, comment il faut appliquer textuellement sur le terrain cette carte de séjour-là. Et le contrôle. Tenez-vous bien, cher Lunique, c'est 6 mois plus tard, soit le 7 novembre 90, que le président Faux-Boigny va signer un autre décret pour nommer le président Hassan Ouattara Premier ministre. Primo, il n'était pas parlementaire quand le Parlement PDCI votait la loi. C'est une loi, hein. Secondo, il n'avait pas les moyens, n'est-ce pas, pour obliger le président Faux-Boigny à prendre un décret, alors même qu'il n'est même pas encore Premier ministre. Avant novembre 90, il était pour l'instant président, n'est-ce pas, il présidait, pardon, n'est-ce pas, la coordination interministérielle, où il y avait 7 ministères, l'agriculture, l'économie, d'autres personnes, mais pas le ministère de l'Intérieur, qui devait se charger, n'est-ce pas, d'appliquer cette loi-là. Est-ce que l'instruction de la carte de séjour était une proposition avant lui? Bien sûr. Kevin l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Il a donc appliqué ces mesures-là, en fait, pour dire que, qui avait pour objet essentiellement, d'abord, comme lui me l'a dit, de pouvoir instaurer un filtre à nos frontières, mais pas seulement. Nous sommes en crise économique. Les Ivoiriens doivent saigner n'est-ce pas, pour leur pays, mais il faudrait aussi que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire aussi, qui profitent de notre pays, puissent contribuer. Et donc, cette mesure-là a été prise avant lui, votée au Parlement PDCI avant lui. J'insiste là-dessus parce qu'à l'époque, Konan Bédié était le président du Parlement ivoirien, chef des députés. On vote une loi, le président prend un décret d'application. Lui-même, Ouattara, il est nommé 7 mois plus tard, le 7 novembre 90. Et donc, son gouvernement, naturellement, est chargé de pouvoir faire appliquer les lois. C'est un pouvoir exécutif. Et le chef de gouvernement. Donc, première fausseté historique pour dire que, à l'époque des faits, hormis les commentaires que vous pouvez faire, ce que je dis là est indéboulonnable. Je viens de citer n'est-ce pas, des textes évidents, avec des références claires. Quand ça compte M. Ouattara, je vous le concède. Quand je dis ça, je vais dire quoi par là? Je vais dire tout à l'heure dans mon propos liminaire, je dis ceci. Monsieur l'unique n'a pas à se soucier, n'est-ce pas, de l'installation d'une carte de séjour. Le problème survient lorsque le régime Bédié, PDCI, Bédié, voulant éliminer maintenant des adversaires, naturellement, en l'occurrence, le plus farouche d'entre eux, va orienter le débat politique maintenant vers une catégorisation des Ivoiriens pour dire que des Ivoiriens sont plus authentiques que d'autres. Voilà où naît le problème en Côte d'Ivoire. Et la vidéo du président Laurent Gbagbo qui condamne cela existe bel et bien. Il a accordé une interview à TV5 en janvier 2000. TV5 où il dit qu'effectivement il est contre l'ivoirité et que le régime Konan Bédié justement est tombé, n'est-ce pas, pour cause d'ivoirité en autres. Il dit ça, interview TV5 janvier 2000 devant Denise Epoté. Ça c'est la première chose. Donc lui aussi il est contre l'ivoirité. Mais j'ai aussi, parce qu'au moment où il parlait, Laurent Gbagbo parlait en ce moment, il était encore SG du FBI, pas encore président. En ce moment aussi, le président de transition qui a renversé Konan Bédié
fait une interview qui est devant moi ici. Si vous voulez, on peut la jouer pour que vous entendiez aussi. Général Guy Robert, il dit l'ivalité là, c'était pas bien parce que même sous le régime Bédier, là, depuis le régime Bédier, lui en tant que militaire avait déjà des informations comme quoi les forces de l'ordre prenaient les pièces d'identité d'Ivoiriens authentiques, comme les uniques en sang. On porte des pièces. Comme tu as un nom à consonance nordique, on déchire le document, on dit non, pour que tu es Ivoirien, prends une carte de séjour. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Général Guy Robert qui le dit. Ça sur YouTube actuellement, vous tapez sur YouTube, vous tapez Guy Robert parle de l'ivalité, vous tapez, vous allez voir automatiquement. Devant la même femme à qui le président Baba a fait son interview, toujours Denise Epoté, la même TV5. Guy Robert parle de l'ivalité. Laurent Gbagbo condamne l'ivalité, il en parle lui aussi. Mais c'est pas tout. Le président Laurent Gbagbo est devenu président de la République de Côte d'Ivoire en 2001. Vidéo toujours disponible sur YouTube. Il prend la parole, il dit, on lui pose le problème de l'ivalité. Il dit oui, effectivement, il est d'accord que ça existe. Que en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a toujours des catégorisations entre des individus opérés par les forces de l'ordre. Il dit, il en est conscient. Il dit, aux journalistes, laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cela qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous savez, les pays qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, là, sont des pays francophones, contrairement au Ghana et au Libéria. Et donc, très souvent, les tourés qui sont là-bas, là, leurs tourés s'équipent de la même manière que les tourés qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc, le policier qui prend les pièces d'identité de ceux-là, il ne sait pas faire la différence entre un touré d'ici et un touré de là-bas. C'est lui qui le dit dans l'interview, le président Laurent Gbagbo le dit dans l'interview. Mais c'est scandalisant. Parce que, en tant que président, il devrait savoir que ce qui différencie un Ghanéen d'un Ivoirien, c'est un document, la CNI. Et donc, ce qui différencie un Malien d'un Ivoirien, c'est la CNI. Si tu n'as pas d'éléments probants montrant que c'est une presse falsifiée, mais tu peux la retenir, la déchirer. Et en tant que chef d'exécutif, le fait de le dire, sans prendre des mesures, n'est-ce pas, des mesures fermes, tendant à l'éradiquer, il en est complice tout au moins. Et donc, l'ivoirité, ce n'est pas une conjecture, c'est des faits que nous avons vécu ici. Je vous envoie vers le rapport de Amnesty International, Human Rights Watch, qui ont écrit là-dessus abondamment. Des sociologues ont écrit là-dessus. Des éminents juristes ont écrit là-dessus pour savoir ce que c'est. Donc venir ici pour pouvoir tenter de pouvoir à la fois minimiser les faits ou sinon les nier, les faits que nous avons vécus, c'est malhonnête et c'est maladroit. Vous savez, l'ivoirité, comme l'a dit Laurent Gbagbo une fois, c'est un piège intellectuel. C'est un piège intellectuel. Pourquoi? C'est parce que c'est demander à un Ivoirien qui s'appelle l'unique de te prouver son ivoirité, ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Par contre, si tu dis monsieur l'unique, moi que tu es ivoirien, il peut te prouver ça, un document qui te prouve ça. Mais par quelle alchimie est-ce qu'un homme peut monter son ivoirité? Au point qu'on prenne ce concept-là pour le mettre dans la politique. Donc c'est venu créer ce qu'on appelle une catégorisation des citoyens entre eux. Et donc, dommage que c'est vrai que le débat, naturellement, n'est-ce pas, j'ai pris le débat malheureusement en retard. Sinon, je vais dire que c'est un débat de fond qu'on doit mener. Maintenant, il a cité tout à l'heure aussi, rapidement, hein, Kevin Thiam, il a joué la vidéo où on parle de la charte du Nord. Depuis il pose la question à M. Zappi, Raphaël Lacbé. Raphaël Lacbé qui travaille à l'époque au journal FPI après. Plus tard, il deviendra l'ami de Ouattara, hein, au RDA après, et au pouvoir actuellement. Je ne sais pas s'il vit toujours, mais sinon, il deviendra l'ami de M. Ouattara après. Raphaël Lacbé pose la question à monsieur, il dit, ah, il y a des rumeurs qui courent partout actuellement, où on voit des tracts qui disent qu'il y a un document qui s'appelle la Charte du Nord, qui appelle les gens, n'est-ce pas, à faire un projet séparatiste. Il dit non, M. Ouattara répond. Et donc, Kevin est malicieux. La réponse de M. Ouattara ici n'est pas dans le document qu'il a joué, mais il devait faire jouer la vidéo. Lui, il dit, non seulement il condamne ce projet-là, mais il pense que ce projet même n'est pas viable. Parce que les Ivoiriens doivent aller forcément vers une unité nationale, mais de deux, ça n'apportera aucun fruit. Et lui, M. Ouattara condamne cela. Mais ça, Kevin Thiam fait espoir de ne pas faire jouer la bâtie. C'est méchant. C'est méchant parce que on a vécu tout ce qu'on a vécu aujourd'hui pour venir tromper les Ivoiriens. Pour terminer, moi, je vais vous montrer l'un des éléments probants et palpables encore de ce qu'on appelle l'ivoirité. J'ai ici avec moi, ici, si vous pouvez me mettre, en fait, non, on a dit que la vidéo de quoi, on a dit que du DICAP, l'ex-DICAP du président Konan Bédié,
Il dit, parlant de l'ivoirité, il dit ceci. Il dit, cette affaire d'ivoirité là, n'est rien d'autre que le fait d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, musulmans, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui estiment qu'ils ont maintenant le pouvoir économique et qui ne leur expliquent que le pouvoir politique. Et donc, derrière cette affaire de Ouattara n'est qu'un porte-flambeau de ces étrangers-là, musulmans, qui veulent prendre le pouvoir politique. Fin de citation. Ce qu'il a dit là se trouve encore sur YouTube. Tapez Côte d'Ivoire pour dire identitaire du sociologue belge Benoît Chouin. Vous allez voir l'interview là, où le monsieur est assis devant vous, il parle. Il parle du bien de l'ex-DIRCAP du président. Il parle du bien de l'ex-DIRCAP du président. Il parle du bien de l'ex-DIRCAP du président. Partage ton opinion en commentaire.